Bonsoir tout le monde. Ce mois de juin, on le commence joliment bien puisqu'on a l'honneur d'accueillir Philippe Pujol, dont vous avez probablement tous entendu parler et peut-être que vous avez lu ses ouvrages aussi. Vraiment, moi je considère que c'est un honneur qu'il soit ici parmi nous ce soir pour nous parler effectivement de ces fameux quartiers nord. Et moi, ce que j'avais apprécié dans toutes les interviews en plus que j'ai vues et que j'ai écoutées, c'est que les processus de marginalisation, que ce soit au niveau religieux ou au niveau de la délinquance, peu importe, sont tous les mêmes. Et j'avais apprécié comment Philippe abordait cette question-là. Et j'espère que ce soir, il fera un focus là-dessus, parce que pour moi, c'est très très important de sortir de cette focalisation et de ce rétrécissement seulement sur le religieux. Voilà, alors je vais laisser rapidement la parole à Philippe parce que je pense qu'il a beaucoup plus de choses que moi à dire et je suis ravie que cette salle soit pleine pour l'accueillir. Merci beaucoup. Bonsoir, ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde et ça me surprend toujours qu'il y ait autant de monde pour venir m'écouter. Parce que bon, je me présente vite fait, je suis donc marseillais depuis longtemps, puisque depuis toujours. Et j'ai été 10 ans journaliste à la Marseillaise. J'étais à la rubrique des faits divers à Marseille, à la Marseillaise. Et j'ai eu en 2014 le prix Albert Londres après une série d'articles qui s'appelait Quartier Shit et qui était la saison 2, si on peut dire, d'une première série d'articles qui s'appelait French Deconnection, qui a été sortie en 2012, pour lequel j'avais déjà eu le prix Varenne. Et ces deux séries, French Deconnection plus Quartier Shit, ont été mises en un seul livre qui s'appelle French Deconnection, qui est mon premier livre, qui traite uniquement des quartiers populaires sous l'angle de la drogue, des trafics de stupéfiants. Et après avoir fait ce livre, j'ai une sociologue, Claire Duport, qui fait d'ailleurs la postface de French Deconnection, qui me disait « écris le Gomorrah marseillais ». Et moi, je disais, je veux bien, mais il n'y a pas de mafia à Marseille. Je ne peux pas faire Gomorrah puisqu'il n'y a pas de mafia. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui était sur la même idée que Gomorrah, en sachant que je ne ferais pas Gomorrah puisqu'il n'y a pas la même violence que dans la Camorra. La Camorra, c'est à Naples. Il n'y a pas la même organisation. En gros, ce n'est pas la même chose. Parce que cette histoire de mafia, ce terme qu'on utilise un peu trop souvent pour Marseille, est une appellation romantique ou une appellation cinématographique, mais scientifiquement parlant, je vais vous expliquer pourquoi, il n'y a pas de mafia à Marseille, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de magouille et qu'il n'y a pas de pègre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation mafieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les critères pour qu'il y ait une mafia, ce sont des scientifiques, des sociologues qui les ont posés, notamment un qui est à Aix, qui s'appelle Cesare Mattina. Les critères pour qu'il y ait une mafia sont qu'il y ait une adhésion de la population ou d'une grande partie de la population au système mis en place. Ensuite, il faut qu'il n'y ait pas de politique, que ce soit les bandits, les mafieux, les parrains qui gèrent les affaires et absolument pas les politiques. Il ne faut pas qu'il y ait de grands groupes économiques, mais au contraire de beaucoup de petites entreprises et moyennes entreprises qui sont gérées par les parrains. Et il faut que ce soit pérenne dans le temps. Il faut que tout ça ait une durée dans le temps sur plusieurs décennies. À Marseille, on n'a aucun de ces 4 critères. Même à Aix non plus, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas ces critères-là ici. On a ce qu'on appelle des dérives mafieuses, mais on n'a pas de mafia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, l'usage de la corruption n'est pas un usage généralisé. On a un stade avancé. On est allé un peu plus loin que la corruption. On a des systèmes qui sont des conflits d'intérêts, tout simplement. Ça veut dire qu'il n'est plus nécessaire de payer quelqu'un pour obtenir quelque chose en retour, puisque sur toute une chaîne d'un système, par exemple l'immobilier, par exemple l'associatif ou toutes sortes de systèmes dont vous avez tous entendu parler, sur toute une chaîne, les gens sont nommés de manière à ce que tout le monde s'entende. Et donc, il n'est plus nécessaire d'acheter qui que ce soit, on est dans des systèmes de conflits d'intérêts. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il y a moins de violence. Parce que regardez, Marseille n'est pas une ville violente. Il y a 20 morts par an les grosses années. Ce sont des jeunes qui s'entretuent pour une autre problématique. Je vais y venir après. En tout cas, sur fond de banditisme, il n'y a pratiquement plus de règlement de compte par rapport aux années 80-90. Sur fond de banditisme et d'affairisme. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc il y a moins de violence. Voilà, c'est une situation qui est pratiquement impossible
à régler d'un point de vue judiciaire. On pourrait faire venir à Marseille tous les juges anti-mafia du monde. C'est pas illégal, puisque il est très facile de démontrer que tel individu, certes c'est un ami, le cousin d'eux, mais il n'est pas illégal d'avoir placé quelqu'un, d'avoir mis quelqu'un en place qui va aider, qui va mettre de l'huile dans les rouages. Donc c'est pas par on le voit d'ailleurs, l'affaire Guérini qui dure, qui finit jamais, et pourtant là on est dans quelque chose qui dérive vers le mafieux. Et pourtant, l'affaire n'est pas encore sortie. Et vous verrez qu'au final, Alexandre Guérini il sera condamné, mais comme il a déjà fait la prison, il n'y retournera même pas. Et que Jean-Noël va, à mon avis, pas être condamné parce qu'il n'y a pas d'éléments probants type mafieux qui prouvent que. On a juste des éléments qui montrent la proximité. Donc on démontre un réseau, mais lui, il saura très bien se défendre, ses avocats en tout cas, pour démontrer qu'il ne savait pas, le pauvre, quoi. Et ça marchera, ça marchera. Tout le monde. Médiatiquement, ça ne marchera pas, mais judiciairement, ça marchera. Donc ça veut dire que la lutte contre ces systèmes ne peut se faire que d'un point de vue citoyen. Donc c'est ce que faisait la Chambre régionale des comptes, c'est ce que fait la Chambre régionale des comptes. Jusqu'en 1998, jusqu'à la fin de l'année 98, la Chambre régionale des comptes avait eu la possibilité de sanctionner ce qu'elle pouvait observer. Et d'ailleurs, le président du Conseil général avant Guérini, qui était Bernardini, a été plus ou moins déchu, je dirais, c'est pas le bon terme, mais a été pointé et épinglé par la Chambre régionale des comptes sur une affaire qui aujourd'hui nous semblerait toute petite par rapport à tout ce qui est sorti depuis. Il avait payé des bouteilles de champagne sur le compte du Conseil général pour le club d'Istres. En fait, il faisait son clientélisme autour d'un club de foot, et donc il invitait les gens importants, et c'était champagne à volonté. Donc aujourd'hui, on se dirait, bon, c'est pas grave, par rapport à ce qu'on connaît, et bien pourtant, il a été déchu, il n'a pas pu continuer à être conseiller général. Et à la place, on a mis Guérini, qui lui a trouvé de sa place. Mais en même temps aussi, dès qu'il y a eu cette affaire-là, on a enlevé à la Chambre régionale des comptes le pouvoir. C'est-à-dire maintenant, ils n'ont plus qu'un avis. Maintenant, la Chambre régionale des comptes, on les suit ou on ne suit pas. Et ça part en justice. Et comme je vous le disais, en justice, on ne prouve jamais rien, parce que de toute façon, être ami avec quelqu'un, ce n'est pas illégal, ou être cousin, on a le droit. Eh bien, ce qui fait que ce n'est pas par ce mode-là qu'on cassera ces systèmes. C'est plus par donc des systèmes, ce que dénonce la Chambre régionale des comptes continue à être intéressant, avec cette écriture très feutrée, très précautionneuse. Ils envoient du lourd quand même, pour ceux qui prennent le temps de le lire. Après, ce n'est pas très marrant à lire, mais il y a beaucoup d'infos dedans. Et après, ça va être la société civile qui va réussir, si à un moment il y a une réussite, à contrer ces systèmes. Les systèmes, c'est tout simplement ce que j'appelle moi le clientélisme. Et là aussi, il y a un problème qui doit être résolu d'abord par les scientifiques, les sociologues, les linguistes. C'est un problème de définition sur ce qu'est le clientélisme. On est aujourd'hui dans un niveau de définition qui n'est pas encore acceptable, puisque de la politique de proximité saine jusqu'à la corruption avancée, on appelle tout clientélisme. On met tout dans un seul mot, c'est un mot valise, et c'est un vrai problème, puisque ça permet à ceux qui font du clientélisme avéré, méchant, lourd, de dire, attendez, si j'aide les petits vieux, si j'aide les gens dans le besoin, si c'est du clientélisme, alors oui, je suis clientéliste. On a entendu Guérini le dire. Ce qui fait qu'en focalisant et en mettant le doute là-dessus, on occulte la partie réellement clientéliste qui frôle la corruption. Donc déjà, il y a un problème de définition, et les sociologues ne sont pas encore au point là-dessus, ils sont d'accord pour le dire. Et j'espère que, je parlais tout à l'heure de Cesare Mattina, qui va sortir un livre qui sera marquant à mon avis à la rentrée à la rentrée prochaine. Et j'espère que déjà les journalistes et les juristes auront des outils pour différencier différentes corruptions, clientélisme ou politiques de proximité. Je n'ai pas la réponse, moi. Je ne sais pas à quel moment on est dans de la politique de proximité, on aide, on écoute un quartier, et à quel moment on achète des voix. Je ne sais pas quand se fait la bascule. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que quand tous ces clientélismes, puisque je continue à les appeler comme ça, du plus petit au plus gros, se nourrissent les uns les autres. On a besoin, pour faire une grosse magouille, d'avoir plein de petites choses qui se mettent en place, tout simplement pour ce que je disais, pour placer des pions partout. Placer des pions partout, ça commence, je vais prendre l'exemple de la cité, c'est le plus caricatural, mais ça se fait dans les noyaux villageois, ça se fait partout. On prend la famille ou le clan le plus important, alors parfois c'est un bar, avec les clients du bar, parfois c'est une association, parfois c'est un clan familial à qui on va donner des petits postes, on va aider. Et pour les attraper, on va les attraper avec des choses simples.
on va leur donner des tickets du conseil général pour aller à la piscine gratuitement. On pourrait se dire c'est légal, oui c'est légal. Sauf que normalement ces tickets devraient être distribués aux gens qui en ont besoin, alors que là on va en donner un carnet entier à une famille pour rien. On ne l'a pas encore acheté, on n'achète pas totalement avec un carnet de tickets pour aller à la piscine gratos. Sauf que ça y est, on les a déjà attrapés, ils sont hameçonnés. Et après, on va se servir de ces gens-là pour passer à des stades supérieurs de clientélisme. On va aller par exemple à un clientélisme associatif, où on va leur donner la présidence d'une asso, ou alors des rôles dans des assos, alors plus ou moins fictifs. Des fois, les assos travaillent vraiment, mais elles sont sursubventionnées. Et quand on est quelqu'un quand on a fait du bon travail et qu'on a montré sa fidélité au sein de l'asso, on a été sélectionné au début pour pas grand-chose, eh bien, on va obtenir un poste à MPM ou à la ville de Marseille ou au conseil général. Un poste qui peut avoir des fois une importance assez rapide, hein, un poste de cadre. Ce qui fait qu'on a de nombreux cadres qui n'ont pas de compétences particulières, sinon d'être des bons gardiens, des gardiens d'un système. Et souvent, comme il faut quand même que les affaires tournent, on double les postes. On prend des techniciens qui, eux, sont très compétents. Parce que cette ville de Marseille ne marcherait pas si on n'avait pas des techniciens de grande compétence. Puisqu'on a des élus qui sont clientélistes, qu'on a des gens qui sont sélectionnés à des postes clés pour être les gardiens de tout ça, et pour faire les bons choix au bon moment, eh bien, il faut quand même que ça tourne un minimum, sinon ça serait l'hécatombe, et on double les postes. Donc on a des dépenses considérables de fait, parce qu'il faut payer un élu, enfin pas un élu, il faut payer un cadre, et il faut que son technicien fasse du bon boulot et que lui-même soit convenablement payé pour rester. Donc on a des dépenses énormes. Et tout ça fait que à des services entiers, je vais prendre l'exemple de l'immobilier, parce que ça, dans ma démonstration, ça va bien, mais ça pourrait marcher dans plein de choses. Je pourrais partir sur les emplacements de bateaux, je pourrais partir sur les terrains de foot, la rénovation ou la gestion des buvettes. Vous ne pouvez pas imaginer comme le pognon qui se fait dans la gestion des buvettes du sport amateur. C'est quelque chose, c'est une manne financière phénoménale et une manne clientéliste énorme. Et je n'ai pas trop osé en parler dans mon livre parce que c'est quelque chose qui fait que je pourrais avoir des sanctions en retour plus fortes. Ouais, parce que ce n'est pas des rigolos ceux qui sont derrière. Donc j'en ai pas franchement parlé, j'ai fait des choix quand même. Alors que dans l'immobilier, on arrive justement à Vinci, Suez, eux ils font des procès, ils ne te cassent pas les jambes, quoi. Donc j'ai fait le choix de parler d'eux. Et en plus, à mon avis c'est un problème majeur puisque ça a petit à petit redistribué la ville et favorisé les ghettos. Donc je disais, on a des services municipaux, communauté urbaine, conseil général, où on a des gens sélectionnés, amis, des gens qui savent ce pourquoi ils ont été mis là. Et bien après, quand de l'autre côté on a un clientélisme immobilier, donc là le clientélisme du riche, qui parfois frôle la corruption, mais qui n'est pas toujours de la corruption, là c'est un système assez simple, c'est que un projet n'est accepté que si le promoteur a le bon architecte. La clé, c'est l'architecte. L'architecte, à Marseille, il n'y a que 3 cabinets d'architectes qui bossent, grosso modo, qui bossent sur les gros projets. Après, sur les petits projets, il y en a d'autres, mais sur des gros projets, il y en a 3, que je nomme dans le livre, je les ai plus ou moins oubliés. Je cite 2 noms connus, Carta et Rojon, qui sont les 2 plus connus. Et ils ont tout, dès qu'il y a quelque chose. Pour donner une idée, quand Ricciotti, si je l'avais su, j'aurais écrit dans le livre, mais j'ai su après, quand Ricciotti s'allie avec Roland Carta pour faire le MUSEM, il appelait Roland Carta son antivirus, ce qui est très représentatif. Ça veut dire en gros, pour pouvoir avoir ce truc, il me faut Carta. Bon, Carta architecturalement c'est un boulet, mais je le prends quand même parce qu'il va me permettre d'avoir le truc. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'architecte, s'il a été bien choisi par le promoteur, il va ouvrir le permis de construire. Parce que le pouvoir de la mairie, qui paraît dérisoire mais qui est ultime, c'est d'accorder ou non le permis de construire. Ça veut dire en gros, le projet se fera ou pas. Et donc, quand il n'y a pas le bon architecte, eh ben, la mairie chipote. Ils ne disent pas non, on ne vous prend pas. Ils chipotent. Ils demandent des documents et des trucs. Et le promoteur, il voit qu'il en a pour 4-5 ans. Et donc, il n'attend pas, donc il va prendre le bon architecte. Parce que ça, c'est réel. C'est Jean Canton qui m'explique ça, un ancien directeur de l'urbanisme à la mairie, qui m'explique qu'on remet au promoteur la liste des architectes des bons, quoi. Donc c'est physique, quoi. On tend la liste, on dit voilà, il faut que le prendre là parce qu'ils sont bons. Hein, c'est des bons. Et puis si l'autre il comprend pas, ils sont bien. Et c'est fait intelligemment.
C'est toujours en pagnolade. La pagnolade, c'est nécessaire pour que ça marche, en fait. Là aussi, le côté abruti est très utile. Regardez Guérini, quoi. C'est une clé du succès, réellement. Parce qu'en fait, on se méfie de rien. Une parenthèse, Jean-Claude Gaudin, qui lui n'a pas l'air d'un idiot, mais qui est pagnol, qui est très pagnolesque, qui surjoue ça, parce que regardez les images dans les années 80, il n'était pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est créé ce personnage ensuite, et il surjoue ça. Ben, regardez l'affaire autour de l'UMP au moment des élections, l'affaire Big Malion. C'est une affaire qui touche l'UMP, Gaudin est le numéro 2 de l'UMP à ce moment-là. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un média qui s'est interrogé en se disant est-ce que Gaudin ne serait pas un peu au courant de quelque chose. Je ne dis pas que Gaudin est pour quoi que ce soit là-dedans, mais on s'est interrogé sur tout le monde. Eh bien, pas sur Gaudin. On ne va pas s'interroger sur Gaudin quand même, il est gentil. On ne peut pas avoir Gaudin, voilà. Et ça marche super bien. Et tous les élus le maîtrisent parfaitement, cet air un peu pagnol, quoi. Vous pourrez tous les citer un par un, pour ceux qui connaissent Chenoz, un moustachu, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Chenoz. On a l'impression qu'on est dans un film quand il m'a parlé. Quand on le connaît en vrai, c'est un type qui est d'une dureté incroyable. C'est absolument pas le guignol qui donne l'impression. Un mec comme Guérini est loin d'être aussi bête qu'il en a l'air, même si c'est pas non plus une flèche. Mais c'est quand même un type qui a une intelligence politique importante, réellement, très forte, qui a des tics incroyables. Quand il se déplace, il faut qu'il touche les portes. Il faut qu'il touche les portes quand il passe, sinon ça le stresse. Et il a un autre truc aussi, c'est qu'il ne se déplace pas si son portable est sous 38%. Si son portable est sous 38%, il boude, il ne bouge pas, et il faut lui. Et c'est chargé de com le savent et lui branche le portable. Ça. Il y a des trucs incroyables. Et ça, c'est pour l'anecdote. Et il se gave de Toblerone et il boit du Fanta toute la journée. Non, c'est vraiment un super personnage. Et à côté de ça, c'est un type qui connaît ses dossiers parfaitement. C'est un type comme tous les autodidactes qui a des réponses à tout, mais des réponses travaillées. C'est pas du tout un mec qui ne sait pas de quoi on lui parle. C'est-à-dire quand on lui parle sur un projet, il connaît au chiffre près, à la virgule près, qui travaille, qui est où. Parce que pour maîtriser son clientélisme, il le maîtrise à l'individu près. Pour ça, il est extrêmement fort. Toujours pareil, caché derrière cette voix un peu nasillarde et ses yeux écarquillés, quoi, qui font qu'on ne voit pas. Je reviens au clientélisme et à l'immobilier. Donc l'immobilier, une fois qu'on a le projet qui est donné à tel promoteur, ben, le promoteur va travailler ensuite avec des entreprises amies qui, pour beaucoup, pas toutes, attention, mais pour beaucoup, sont liées au grand banditisme. Entreprises qui, elles-mêmes, vont sous-traiter à des entreprises qui sont, elles, saines et qui vont payer, ça c'est totalement illégal, par contre, des bakshish pour travailler, pour avoir le marché. Et ces entreprises-là, qui en plus ont dépensé de l'argent pour pouvoir travailler, sont obligées de tirer les coûts vers le bas derrière. Donc c'est ce qui nous donne ces habitations un peu, enfin qui sont le moins chères, enfin c'est la pire qualité qui soit, elle est faite à Marseille. Il suffit d'aller à Nantes, Bordeaux, Lyon, on se rend compte, hein, on voit les bâtiments tels qu'ils sont, et on voit comment c'est à Marseille, on voit une grosse différence. Alors vous verrez que le MUSEM, c'est Paris, c'est l'Europe qui fait ça. C'est pas un projet de locaux. Dès que c'est les locaux qui le font, c'est catastrophique. Pas parce qu'il y a de l'incompétence, absolument pas, mais parce qu'il faut tirer les coûts vers le bas pour gagner de l'argent, et aussi parce qu'il y a tellement de monde à arroser que voilà, il faut tirer les coûts. Et ces entreprises qui travaillent en ayant déjà dépensé des sous pour travailler sont obligées derrière d'aller chercher les travailleurs détachés, donc qui vont chercher des travailleurs qui ne sont pas très chers. Et en bout de chaîne, on va même trouver des travailleurs sans papier. Le sans-papier a une utilité aussi dans tout ce système-là. C'est qu'il ne coûte rien, il ne râle pas et il est interchangeable facilement. On va devant la plateforme du bâtiment, c'est pas pour leur faire de la pub, c'est parce que c'est un endroit où le bâtiment va se chercher en équipement, en matériaux. Et bien tous les matins, dès 6h du matin, même avant, il y a principalement des blacks qui font la queue, qui attendent pour avoir une gâche. Ils n'ont pas de papier, ils ont des compétences. Il y en a qui n'en ont pas et qui font croire que, parce que le frère, il dirait « je ferai pour toi ». En plus, il y a tout un système qui se fait entre eux après. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout le monde fait son petit système et on les paye des clopinettes, voilà. Ce qui fait que ces systèmes clientélistes font que petit à petit, déjà tout est lié d'une manière ou d'une autre, pas directement avec un individu, mais c'est lié dans ses fonctionnements. Et ce qui fait que les systèmes clientélistes ont de plus en plus, ils ont existé déjà sous Defer et même sous Sabiani dans les années 30. Donc ce n'est pas Gaudin qui a mis ça en place. Gaudin n'a fait que perdurer les choses. Et donc ces systèmes clientélistes ont petit à petit fragmenté la ville. Pour donner un exemple sous Defer, ce qui a pu se passer, la classe ouvrière qui, à partir de 72, s'est retrouvée sans industrie.
a été embauché massivement à la ville de Marseille, un petit peu au CG, mais au début à la ville, par Defer. Pour structurer ça, on a créé, enfin même avant, mais il y a eu le syndicat Force Ouvrière qui a géré ça, qui est un vrai syndicat. Tout le monde me dit c'est une mafia. Non, c'est pas une mafia. C'est un vrai syndicat qui a une fonction syndicale, mais qui est tout puissant. Voilà. C'est pas une mafia, ça c'est faux. Après, ils placent ce qu'il faut, ils ont des rôles importants, je suis d'accord, il y a beaucoup à redire. Et ce syndicat-là gère les gens, et un des éléments qui fait que les fidèles sont récompensés, c'était le logement social, mais de haut de gamme. Et ce logement social se trouve autour du Stade Vélodrome, dans le 9e arrondissement. Et donc petit à petit, les gens des quartiers nord sont partis dans le 9e, de cette génération-là, 9e, un peu de 12e arrondissement aussi. On a une sorte de nouveaux notables, parce que ces gens-là, ils ont aussi un bateau sur le port, ils ont aussi un terrain de boules quasi privatisé pour tous. Alors, ils ont ce côté populaire, mais tout en étant un peu des notables. En tout cas, ces gens-là sont partis, et à la place, c'est les travailleurs les plus pauvres, enfin, surtout ceux qui ne travaillaient pas, surtout, c'est les plus pauvres qu'on a mis dans les cités. Donc, on a créé petit à petit des ghettos qui n'étaient pas aussi marqués dans les années 60-70, dans l'après-bidonville. Je remonte dans mon livre jusqu'au bidonville, là je ne vais pas le faire ce soir. Les bidonvilles, en gros, c'était pas de logement mais du travail. Et là, maintenant, pour être un peu caricatural, il y a du logement mais pas de travail. Et les quartiers, petit à petit, ont commencé à se renforcer dans leur état premier. C'est-à-dire, les quartiers riches sont devenus de plus en plus riches, classe moyenne de plus en plus classe moyenne, et les paupérisés de pire en pire. Je donne l'exemple du quartier où j'ai grandi, Saint-Mauron-Belle-de-Mai. Ben, quand j'y étais, ça ressemblait à là où je vis aujourd'hui, c'est-à-dire Saint-Victor. C'était des quartiers que je dirais populaires, ouvriers. Moi, j'étais fils de fonctionnaire, j'habitais à la caserne des douanes, mes parents étaient des douaniers. Et il y avait avec moi des gens qui étaient des fils de dockers et des gens qui étaient des fils des PTT, parce qu'il y avait les PTT à cet endroit-là, et il y avait aussi la Seita, ceux qui faisaient des cigarettes. Et plus après, quelques ouvriers. Donc en gros, quand on était à l'école, au collège, on ne se revendiquait pas comme moi, corse ou marseillais, parce que ma mère est corse, ou comme algérien ou arménien. C'était pas du tout l'idée. C'était moi je suis fils de douanier et l'autre était docker et on se chambrait là-dessus. Bon, on disait que mes parents se faisaient donner des bakchiches et moi je disais que les dockers ils cassaient la figure à tous ceux qui rêvaient. On était sur nos clichés, mais autour des métiers. Et on n'a jamais eu l'idée de dire à un arabe, tiens un arabe, etc. C'est quelque chose qui est arrivé après, qui est arrivé quand il n'y avait plus d'emploi. Parce que quand il a fallu se regarder, ben, il n'y avait plus les emplois, tu n'étais plus fils de douanier, ben, tu étais fils de Corse. Donc, et là, ça a commencé comme ça. Et là, je vois ce qui est devenu à Belle-de-Mai, j'ai jamais cessé d'y aller, j'ai été éducateur de tennis là-bas, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai jamais cessé d'y aller, je continue à y aller très très souvent. Et c'est devenu une zone avec des quartiers de Comoriens, ce qui n'existait pas avant. Et surtout, tout ça a été accentué avec, en 1995, quand Gaudin déjà construit le conseil régional sur le Grand Carme, eh bien, la population pauvre du Grand Carme est repoussée dans le 3e arrondissement et arrive vers la Belle-de-Mai, Saint-Mauron. Et donc là, ben, la classe moyenne, mes parents, ben, ils partent automatiquement. Ils ne veulent pas qu'à l'école, ça soit... Parce que c'est la réalité, c'est ça. C'est que les problèmes de mixité sont réels, surtout qu'il n'y a pas d'effort de fait non plus dans le maintien des écoles, dans l'entretien, etc. Donc là, mes parents, qui ont eu les moyens à ce moment-là, sont partis au Catalan en Doum, c'est-à-dire en gros le même quartier que ce qu'ils avaient connu, mais ailleurs. C'est devenu ça maintenant, c'est devenu ce qu'était la Belle-de-Mai. Et par contre, la Belle-de-Mai est devenue un quartier ultra paupérisé, avec petit à petit les Algériens qui se regroupent, les Comoriens qui se regroupent. Et moi, je le voyais quand j'étais éducateur de tennis, donc je l'ai fait pendant presque 15 ans. J'avais des petits blancs au début, qui s'appelaient Enzo, qui s'appelaient Jean-Paul, ou des trucs comme ça. Après, j'ai eu des rebeux. À un moment, j'ai eu un mélange des deux. Et après, j'ai eu plus que des blacks, plus que des Comoriens. J'avais plus que des petits noirs. Et là, les parents viennent plus de parler parce que je suis blanc, je suis grand. Ils ont l'impression que je leur répondrai pas. Alors que j'essayais, moi, d'entrer en contact. Là, tu sens qu'il y a un problème voilà, il y a un problème de relationnel fort à ce moment-là. Et donc, ces quartiers se sont paupérisés. Et ça, pour moi, c'est le clientélisme qui l'a créé en faisant ce que je décrivais tout à l'heure avec l'associatif. Parce que quand je disais l'associatif, une des raisons aussi qui rend l'associatif efficace de manière clientéliste, c'est de créer des associations communautaires. Évidemment, si tu regroupes les gens entre eux sur une identité communautaire auquel ils n'avaient même pas pensé,
ce qui est le cas des Algériens qui, pendant longtemps, n'avaient même pas pensé à se réunir entre Algériens. Hein. Ils avaient pensé à se réunir entre joueurs de foot, entre ceux qui mangent des merguez et ceux qui... sur des conneries comme ça, oui, mais entre Algériens, ils n'y avaient pas pensé. Sauf que quand ceux clientélismes ont commencé à s'affaiblir, ceux du logement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du clientélisme au logement social. Je ne vais pas gagner une voix en faisant pistonner quelqu'un en le faisant aller à la Castellane aujourd'hui. Je vais le pistonner en le faisant sortir de la Castellane, et c'est plus compliqué. Donc ce clientélisme-là, il est plus marginal. Donc on est passé à notre clientélisme, qui a bénéficié aussi des années Sarkozy. Quand Sarkozy, en 2001, est devenu ministre, il a commencé à taper fort dans la politique de la ville, ce qui veut dire que les associations se sont retrouvées avec nettement moins d'argent, et donc pour leur survie, elles ont été en concurrence les unes contre les autres pour avoir des subventions, et il fallait pour ça, pour certaines, pour beaucoup, faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire faire des campagnes, de l'affichage, c'est-à-dire faire de l'espionnage au sein d'une cité pour savoir si l'autre association était tombée dans les griffes de l'adversaire. L'adversaire peut en être très souvent quelqu'un de son propre parti. Hein. C'est rarement un adversaire du parti adverse. Les adversaires, généralement, sont dans un même parti. C'est le mec de droite est plutôt très bien avec celui de gauche et vice-versa. Après, la guerre entre deux élus sur un même secteur, c'est généralement pour un même parti. Ils se piquent les personnes importantes, influentes, et c'est celui qui donnera le plus. Et donc ça se fait sur l'associatif qui, parfois, trop souvent, sur l'Algérie, on a ressorti, on a eu raison de le faire, mais on l'a mal fait, les conséquences de la guerre d'Algérie. Je trouve qu'elles sont encore très... C'est encore un autre sujet, on verra après. Elles sont très fortes sur les Marseille, mais on a commencé à faire, sur fond d'identité algérienne, on a commencé à faire des associations Algérie, quoi. Et ensuite, on leur passait des films en montrant, voyons, ce qu'on vous a fait, c'est dégueulasse, même si je pense que c'est vrai, mais en tout cas, c'était une manipulation pour aller ensuite vers le vote. J'ai des élus que je ne vais pas citer là, mais qui font ça très concrètement dans le 1er arrondissement, dans le 3e, surtout centre-ville. Ce n'est pas trop des trucs de cité, ça. Dans le centre-ville, ça se voyait beaucoup. Et donc, on crée des communautarismes qui n'existaient plus, qui ne se faisaient pas. Les Comoriens, naturellement, normalement, ça se dilue. Les tontons, quand ils arrivent, ils restent, je dis les oncles, parce que dans les Comoriens, ce n'est pas les pères de famille qui sont puissants, c'est les oncles. Souvent, les Comoriens, au début, il y a une communauté très forte. Et petit à petit, dès la 2e génération, ça se dilue tout de suite. J'ai envie de dire, le club de foot, il est plus fort que la mosquée, normalement. C'est-à-dire qu'il se retrouve rapidement sur un quartier. Et là, on a favorisé la création d'associations comoriennes, tout ça. Et pareil, en les subventionnant, en plus, ça ne nous coûte rien. Celui qui est clientéliste, ça ne lui coûte rien. C'est-à-dire que tu achètes des gens avec rien. C'est là que je voulais en venir, c'est qu'on achète... plus il y a de la misère, moins on dépense de sous pour acheter les gens. Les gens n'ont rien à bouffer, donc en leur donnant un tout petit peu, ça suffit. Une des raisons aussi pour lesquelles la misère des cités, pour moi, profite énormément aux politiques. Politiques locaux, malheureusement. Je ne dis pas que les politiques nationaux n'en tirent pas bénéfice, mais c'est plus des bénéfices d'ordre de communication, c'est autre chose encore. Mais les politiques locaux tirent énormément de bénéfices avec cette misère. Ce qui fait qu'on voudrait qu'il n'y ait plus de symptômes, parce que je pense que Samia Ghali est sincère quand elle veut qu'il n'y ait plus de symptômes. Je pense qu'Henri Gibréal est sincère, je pense que Miron est sincère, je pense que tous ces gens-là voudraient vraiment qu'ils se tuent moins, voudraient vraiment qu'il y ait moins de gens qui aient faim, qu'il y ait moins de maladies, des retours de la gale, des retours de scarlatine, voilà, ils voudraient ça, qu'il y ait moins d'obésité, qu'il y ait moins de maladies psychosomatiques, ouais. Mais en même temps, ils ne voudraient pas que ça change non plus parce que ces gens-là, il faut pouvoir les acheter. C'est très compliqué. C'est là que j'ai un regard très, très ambivalent sur ces élus. C'est que ce sont des gros bosseurs, c'est que ce sont des gens sincères dans leur volonté d'aider et en même temps, je les vois régulièrement mettre tout en place pour que ça ne s'améliore pas. En tout cas, pour rester maître dans leur royaume. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le royaume ne change pas et qu'on garde ça. Je le vois souvent dans la rénovation urbaine où le même élu va mettre des bâtons dans les roues à la rénovation urbaine en sachant très bien qu'elle se fera. Mais ils font que le projet va être plus cher et qu'il va être retardé. Alors ils trouvent des excuses, hein. Ils montent la population contre un projet et après, ils font semblant de négocier quelque chose qui était prévu et ils vont dire, voyez, j'ai négocié, donc grâce à moi, il y a ce qui était prévu. Et d'un seul coup, le projet se fait et le local associatif qui était prévu, mais dont elle a pu laisser croire, oui, il a pu laisser croire que ça ne se ferait pas,
et bien d'un seul coup, ils vont dire, vous voyez, grâce à moi, il va se faire. Alors qu'en fait, c'était prévu depuis le début. C'est juste qu'à un moment, on a fait naître la rumeur. La rumeur a une fonction extrêmement importante dans ce système-là, puisqu'il permet de semer le doute. Et l'élu arrive et hop, il rétablit la réalité à la fin, réalité qu'il a lui-même transformée au début. Donc ça demande aussi, ça, le paradoxe, c'est que ça demande une présence de terrain de tous les instants. Ces gens-là n'ont pas de vie, hein. Ces gens-là sont tout le temps dehors, de connaître tout le monde et de rendre des réels services, et ces services sincères, d'aider les gens et d'aimer les gens. C'est là que moi, je ne suis pas dans une dénonciation absolue de ces élus qui seraient des salopards. C'est absolument pas mon propos. Je pense qu'on enlève ces élus, on en met d'autres, qui même aujourd'hui, seraient dans cette salle, m'écouteraient en disant « moi, je ferai le bien demain ». Non, c'est le système qui t'oblige, pour être maintenu, à faire ça. C'est-à-dire que si tu veux rester en place, tu es clientéliste. Si tu ne l'es pas, tu n'es pas en place. Et tous ceux qui ont essayé ont perdu, n'ont même pas été élus. Et c'est là que c'est pernicieux, c'est là que la solution, elle va être plus d'un échelon au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à ces gens-là de faire ce qui n'est pas faisable. À mon avis, il faut aller vers des choses qui ne sont pas... que je n'ai pas inventé, mais non cumul des mandats. Moi, je suis même pour des mandats qui seraient courts dans le temps, c'est-à-dire qu'on fait 10 ans, 15 ans, c'est déjà beaucoup. Hein. Gaudin, il a 50 ans de politique, 123 ans de mandat. 123 ans de mandat, c'est extraordinaire. Après, on va me dire, pour revenir sur Gaudin, ah ouais, mais c'est pas mis de sous dans la poche. Bon, on fait 123 multiplié par à peu près 10 000 euros. Ça commence à compter quand même. On ne fait pas des sous directement dans la poche, mais pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui a été 1 an de sa vie prof dans un lycée privé, ça va quoi, c'est pas mal. Et qui n'a pas de compétences politiques dans le sens politique noble, mais qui a des compétences immenses en politique politicienne, qui a toujours su s'entourer par contre de gens comme Claude Bertrand qui faisaient la mécanique. Mais je trouve que c'est bon, quoi, 123 ans, plus après, sans compter les postes de directeur de ci, les postes au conseil d'administration de là, enfin tous les postes parallèles, ce qui fait que c'est des sommes astronomiques. Tout ça en n'ayant que des chauffeurs, en ayant un hôtel particulier en tant que sénateur à Paris, en n'ayant jamais dépensé un centime pour manger, enfin ça va, quoi, il n'y a pas de souci d'argent majeur quand même. Et j'ai un élu un jour qui m'a dit « Gaudin, il ne met jamais d'argent dans sa poche. Quand il a fait les travaux de sa maison, eh ben, il a payé lui-même. » Tellement c'est rare, quoi. Et après, elle me dit « Mais il s'est fait arnaquer. Et au lieu de faire un procès, ben, il a repayé. » De toute façon, il a les sous, il en a tant qu'il veut. Donc, il peut repayer. C'est pas grave. Il a payé le double. Mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça qui est fou. Donc moi, je ne suis pas trop dans ce truc de on ne s'enrichit pas, n'est pas quelque chose qui me... voilà, on n'est pas obligé de détourner 20 millions d'euros sur une carrière, c'est bon. Donc les solutions, elles seraient vers une nouvelle république, quoi, un nouveau fonctionnement de tout ça. Alors est-ce que c'est une 5e réformée, est-ce que c'est une 6e? Ça, c'est pas mon propos. Mais en tout cas, c'est vers des fonctionnements différents. Le titre de mon livre, c'est « La fabrique du monstre ». J'ai remarqué que dans les gens qui lisent, chacun y trouve son monstre. Pour moi, le monstre, c'est la République malade. C'est tout. Il n'y a pas de rapport avec Marseille. Mon livre se passe à Marseille, mais il marche très bien ailleurs, quoi. C'est juste pire à Marseille. C'est juste plus caricatural à Marseille. C'est juste plus visible à Marseille. Parce qu'en plus, ce qui est fabuleux chez nos élus, ce que j'adore, chez nos élus et chez nos patrons aussi, c'est que c'est assumé, quoi. C'est qu'ils te disent, ouais, je suis clientéliste, mais comment on fait autrement? Et moi, ça, je trouve ça... quelque part presque honnête de leur part. Parce qu'à Lyon, ils font la même chose. À Lyon, ils se roulent en boule, ils me feraient un procès, j'aurais déjà 15 procès. Ici, on ne me fait pas de procès, on m'invite. C'est complètement différent, quoi. Et je trouve ça presque sincère, quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec moi. Ouais, c'est le seul mode de fonctionnement, malheureusement. Et je trouve ça très cynique, mais très, très représentatif de ce qui se passe. Et donc voilà pourquoi la fabrique du monstre. Et après, sur les quartiers nord, donc moi, j'ai un éditeur qui me dit il faut mettre les quartiers nord. Ouais, vous voyez, les éditeurs, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais en fait, les quartiers nord, pour moi aussi, c'est ni plus ni moins qu'un label. C'est le label des quartiers de la relégation. La Cayolle, dans le sud, c'est les quartiers nord. La Sauvagère, dans le sud, c'est les quartiers nord. Le Jas de Bouffant, ici, c'est les quartiers nord. Et la banlieue strasbourgeoise, c'est les quartiers nord. Le 9-3, c'est les quartiers nord. Le Mirail à Toulouse, c'est les quartiers nord. Je connais tous les lieux que j'ai nommés. Je suis allé partout. À quelques détails près, on a la même histoire, les mêmes choses qui se passent. On va avoir un peu plus de communautarisme en banlieue parisienne, on va avoir un peu plus de salafistes
dans la banlieue toulousaine. On va avoir les banlieues strasbourgeoises qui ressemblent énormément à Marseille. Pourquoi? C'est les mêmes familles. Je ne vais pas les nommer, mais c'est des familles qui, sur leur chemin d'immigration, quand ils sont venus, sont arrivés à Marseille. Certains, une toute petite minorité, sont tombés dans le banditisme. La famille a continué à passer par Lyon et elle est allée à Strasbourg. Elle suivait une industrie, en fait. Et à chaque fois, un petit pourcentage de ces gens-là tombent dans d'une délinquance. Et donc, comme moi je le fais avec ma famille corse, quand on va quelque part, on va là où on a un point d'accueil. Et donc, ils vont à Strasbourg, ils vont à Lyon. Donc on retrouve un banditisme qui est le même dans ces trois villes, qui est très proche. Alors Lyon, c'est encore autre chose, parce que là, on a une extrême droite très forte à Vénissieux. Mais sorti de en gros, on a des radicalismes qui sortent plus que d'autres. Le radicalisme religieux sort à Toulouse. Je ne connais pas bien l'histoire, mais on a une histoire ancienne qui explique que le salafisme est implanté, que ce radicalisme-là se met en place. Le radicalisme d'extrême droite sort à Lyon, mais on a Pierre Sidos, qui est un ancien de l'Algérie française, on a de nombreux pétainistes qui sont allés se réfugier à Lyon et qui ont monté des trucs, et donc on a un radicalisme qui sort. Et le radicalisme délinquant, il est marseillais. On a une culture de la délinquance depuis... une culture de banditisme qui est très lointaine. Par exemple, si moi je vous demande ici à tous, sans exception, de me citer 3 voyous marseillais d'hier et d'aujourd'hui, vous allez les citer. Il n'y en a pas un qui ne va pas m'en citer 3, et la plupart vont m'en citer 10 à 15. Et si je demande la même chose à des Parisiens, on ne va pas m'en citer un, et pourtant il y a des très beaux. Si je demande à des gens de Grenoble, où il y a quand même l'un des plus gros bandits actuels, il est à Grenoble, il s'appelle Hotman, il est connu par les médias, par plein de monde, et bien pourtant, il n'y a pas un type de Grenoble qui va me citer, enfin très peu, qui vont me citer leurs bandits. À Lyon, on ne connaît pas les bandits de Lyon. On connaît un peu plus ceux du Var. Allez, ça ressemble un peu à Marseille. On connaît un peu les Corses, où il y a un peu le même folklore qu'ici. Mais la culture du banditisme marseillaise fait que Zampa, on connaît son nom. Le Belge, on sait qui c'est. On ne sait pas, après, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, quoi. Mais voilà, le Mat, Humbert, tout ça, c'est des noms... on connaît Cossu, on a entendu ces noms-là. Et puis après, pour les plus au fait, on va citer Berama, on va citer les frères Bengler, des trucs récents dans la Provence. D'ailleurs, ils ne donnent pas d'explication, la Provence, ils ont raison de le faire. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un titre à te citer un bandit sans mettre de blabla dessus, c'est pas nécessaire. Là où dans d'autres villes, quand tu mets le nom d'un bandit, tu es obligé de te mettre 4-5 lignes sur dire le bandit, gna gna gna, qui a fait ci, qui a fait là. Chez nous, c'est pas la peine, l'histoire est déjà là, les gens, ils savent que... Et cette culture du banditisme fait que le radicalisme, quand on doit tomber dans le radicalisme, le choix se tourne plutôt vers le banditisme. Les gamins, pour donner une idée, les petits cons, les petits cons de 14 ans, quand je leur demande, ils me parlent ou je les vois, je leur dis vas-y, donne-moi, pour ne pas citer son prénom, je dis choisis-toi un nom. Je fais souvent ça. Et moi, je veux que, parce qu'il s'appelle Toufik, je veux qu'il s'appelle Farid, quoi. Je veux pas qu'il s'appelle Jean-Paul, généralement. Et ils me répondent tous des noms de bandits. Tous. Ils me disent appelle-moi Pablo. Je fais attends, mais tu es noir. Si, Pablo comme Pablo Escobar. Non, non. L'autre, le petit rebeu, Luciano. Appelle-moi Luciano. Non, tu n'es pas Luciano. Je négocie pendant 2 heures pour qu'il me cherche un nom. Et c'est super marrant de voir que les surnoms qui se choisissent, quand c'est eux qui se le choisissent, c'est toujours des surnoms de voyous. Puis ils ont une connaissance, Mesrim, Escobar, appelle-moi, comment il s'appelle le petit là qui s'est évadé, El Chapo. Ils veulent tous s'appeler El Chapo aujourd'hui. Celui qui s'était évadé là, le Mexicain. Ils suivent ça de près, quoi. Et c'est parce qu'il y a cette culture-là, le mythe Scarface, l'envie de réussir par le crime. C'est pas l'envie de réussir par le crime, c'est l'envie de réussir, et dans les fantasmes, c'est par le crime. La plupart, ils essayent même pas, et c'est normal. Hein. La plupart, parce que le paradoxe, c'est que quand je vais dans une cité, on me dit aussi « Oh, le français », ou alors « Oh, le journaliste ». Mais maintenant, c'est le français. On me fait « Oh, le français, tiens, un CDI », c'est le premier truc qu'on me dit. On me demande du boulot, parce que pour eux, dans leur tête, un journaliste, ça a un bras comme ça connaît la terre entière, et ça trouve du boulot. Et ils sont logiques, puisqu'ils ne fonctionnent qu'avec une logique de réseau, et eux, ils n'ont pas de réseau. Donc la logique est, ben mec, tu vas m'en trouver toi. Tu viens me poser des questions, tu me prends en photo, maintenant tu me trouves du boulot. Leur logique c'est celle-là. Sauf que déjà j'ai galéré pour en trouver moi. Alors pour l'en trouver à eux, c'est pas toujours gagné. Mais il y a ce fantasme-là. Le deuxième fantasme, juste pour rigoler, c'est qu'un journaliste sait tout sur l'OM. Et donc ils me disent,
qui en aura comme joueur l'année prochaine? J'en ai aucune idée. Je pense que d'ailleurs l'Olympique de Marseille eux-mêmes ne savent pas qui ils vont avoir l'année prochaine. Ils sont dans la galère. Mais non, un journaliste, ça sait tout. Pour eux, tout est écrit d'avance. Ça, c'est très marrant aussi, de voir que dans une cité, tout est écrit d'avance. Quand j'arrive, que je dis je suis journaliste, alors on va avoir qui? Ça, je comprends qu'ils parlent de l'OM. Hein. Ils n'ont même pas besoin de dire on va avoir qui. C'est pas le maire de Marseille. Hein. Si je réponds encore Gaudin, il va me dire il est bon ou... Mais il simule. Mais voilà, les cités, c'est un mélange d'envie et de désespoir. Ça a envie de bosser, c'est clair qu'ils y veulent. Et après, il y a quand même un désenchantement fort. Et qu'est-ce qu'enchante ce désenchantement depuis quelques années? C'est-à-dire, moi je le vois depuis à peu près 2010-11, ça ne veut pas dire que ça démarre là. Hein. C'est quand même une poussée d'un radicalisme un peu religieux, qui est nouveau, qui n'est pas aussi fort qu'ailleurs, vraiment, là, il ne faut pas fantasmer, mais qui existe. Et bon, on n'a pas de djihadistes. Marseille ne compte pas de types qui sont partis faire le djihad. On n'en a pas. Ou alors, ils sont hors radar, mais on n'en a pas. Alors, ça veut dire que si on n'en a pas, ça veut dire qu'en réalité, on en a très peu et qu'on ne les a pas repérés, ou alors que ce n'est pas allé jusqu'aux médias. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose c'est pas le réflexe. Par contre, on commence à avoir des mosquées salafistes. Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est lié à plusieurs choses. Mais la première des choses, c'est lié au clientélisme communautaire. Et donc, tiens, pour regarder Gaudin, même si c'est pas... Il y avait quand même cette affiche surréaliste où il y a un Comorien, je crois qu'il s'appelait Papa Mbo, il y avait écrit Papa Mbo, vote Gaudin. Papa Mbo, il n'est pas très Opus Dei quand même. Et tu voyais sa photo, tu disais, mais en quoi il va voter Gaudin, quoi? Je veux dire, pour quelle raison farfelue il peut aller à voter Gaudin, ce type-là? Oui, il avait la communauté comorienne avec lui à ce moment-là. Mais chacun a son membre de la communauté, ce qui crée des affrontements après entre membres de communauté en plus. Les clientélistes s'affrontent. C'est ça qui est dur aussi, qui donne des moments compliqués dans les cités. Donc voilà, tu as tout ce truc-là très compliqué que j'essaie de raconter dans mon livre. Je ne peux pas tout raconter parce que ça ferait un livre trop long. Je ne peux pas tout raconter parce qu'il y aurait trop de noms. Je ne peux pas tout raconter parce que des fois j'aurais des sanctions réelles. Mais j'en raconte déjà beaucoup, je trouve. Et en plus, l'idée est la même tout le temps. Comment on va sortir de ça? Parce que bon, moi je veux être positif, parce que je me souviens de Marseille de mon enfance. Marseille dans les années 80, quand j'étais gamin. Bon, c'était chouette et en même temps, c'était pas chouette, quoi. Rappelez-vous à quoi ça ressemblait. Rappelez-vous le cours d'Estienne d'Orve, avec ce parking au milieu, tout était noir et des types qui se piquaient du matin au soir. C'était les années héroïnes, les années 80. Moi, j'ai grandi en allant jouer à la friche de la Belle de Mai, mais qui n'était pas la friche, avec le F majuscule, mais qui était une friche. J'ai même connu la Seita, je ne suis pas si vieux, hein, mais j'ai connu les femmes qui coupaient des cigarettes de 2 mètres de long au massicot. Et après, ça a fermé, et c'est devenu une friche. Eh bien, sous le parking aujourd'hui, ce qui est devenu le parking, il y avait les tox qui se piquaient, et là où il y avait un skatepark, eh bien, avec les copains, on allait faire du skate là déjà. Et on cohabitait, il n'y avait pas de problème, mais enfin, c'était quand même une ambiance bien sordide. Et ensuite, dans mes années 90, on n'avait pas d'endroit où sortir, on faisait rien. On faisait rien, c'est pas compliqué, c'est qu'on traînait quand c'était l'été au bord de la mer, et le reste du temps, rien. Et donc quand même, là aujourd'hui, il y a une amélioration, une montée en gamme qu'on doit beaucoup à Vigouroux, à l'Europe et à l'État. Après, il y a des projets discutables comme Euroméditerranée, mais Euroméditerranée a mené quand même une rénovation urbaine qui a un peu de la gueule. Après, je trouve que d'un point de vue économique, c'est un fiasco, enfin pas un fiasco, mais c'est pas le succès qui était prévu. Le MUSEM, c'est quand même quelque chose qui est mis en place par Vigouroux, c'est quand même quelque chose. Voilà, on a changé la vitrine est belle, c'est déjà pas mal. Par contre, l'arrière-boutique, ça s'enfonce, c'est de pire en pire. Et ça, c'est un vrai souci, parce que là aussi, j'ai jamais cessé de voir l'arrière-boutique, et là, je vois comme ça s'enfonce, je vois comme les échanges se font moins entre les gens, je vois comme les communautarismes montent, même si c'est pas encore effrayant, mais ça monte quand même, et comme aussi les solidarités volent en éclats aussi. Alors, je sais qu'il faut dire que les gens sont solidaires quand ils sont dans la misère, ouais, pas tant que ça. C'est pas vrai. Ils sont parfois solidaires et je remarque que la solidarité émane souvent de ceux qui sont en place dans le militantisme depuis longtemps. Ceux qui sont sortis dans les années 70, qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans, qui sont Yamina Bencheni, qui sont tous ceux qui ont fait la marche des beurs, en gros, la marche pour l'égalité, qui sont Mohamed Ben Saada, Kader Atia, parce qu'il n'y a pas que des femmes, hein, souvent on cite que les femmes, il y a des mecs aussi, Fatih Bouawa, enfin voilà, c'est des gens, ça, qui sont dans le militantisme, qui se sont pour certains construit une petite carrière dans le militantisme, d'autres même pas,
et qui ont toujours œuvré et qui y croient. C'est incroyable, ils y croient encore. Ils sont assez désespérés quand même quand on parle avec eux, mais ils continuent à agir. Et eux, ils sont dans les solidarités et dès qu'ils en voient passer une, ils essayent de la faire fructifier. Derrière, ça ne suit pas. Voilà, ça c'est un discours qui ne passe pas quand je suis dans les cités ou qui fait un peu bondir, mais derrière, ça ne suit pas. Parce que derrière, il faut faire sa place dans une association, donc il faut avoir un mode de fonctionnement comme dans une entreprise. Il faut trahir un peu, il faut bien se placer, il faut dire qu'on a fait quand on n'a pas fait. Enfin, tous ces modes de fonctionnement très capitalistes, hein, là pour le coup. Voilà, les associations sont devenues concurrentes les unes les autres, concurrentes pour plein de choses. Elles sont concurrentes pour des subventions, et ensuite elles sont en concurrence sur des gamins. Un même gamin a une valeur. Un gamin dans la misère a une valeur, parce qu'un gamin dans la misère, il va avoir une mesure AMO. Je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est une mesure. Ça veut dire que pour le conseil général, eh bien, on donne pour ce gamin telle somme par mois, de l'ordre de 8 € pour la plus petite mesure et 40 à 50 € pour les mesures, non, par jour, pardon. Et donc, c'est des sommes qui font que certaines assos essaient de faire rentrer un gamin qui vaut que 8 € dans du 40 €. Donc, on met tout en place pour que le gamin vale 40 €. Donc, on lui trouve des problèmes qu'il n'a pas. Ou on lui crée des problèmes qu'il n'a pas. Et en plus, on se met en concurrence sur un même gamin. Il y a 4 assos qui vont bosser sur un même gosse. La famille Souad Berwag, les enfants de Souad Berwag, dont je parle longuement dans mon livre, dont le père et le fils ont été tués, eh bien, je suis proche de cette famille, je vis régulièrement avec eux. Je vois les 4 enfants qui ne vont pas bien, qui s'enfoncent. Et je vois l'associatif qui ne voit que des euros à travers ces jeunes. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, l'éducateur, il n'essaye pas. Et évidemment, ce n'est pas un salopard. Mais ça veut dire qu'en tout cas, il ne trouve aucune solution. Aucune. Ce qui fait que moi, je suis en train d'envoyer ces jeunes vers des associations catho, alors que moi, je ne suis pas du tout de ce camp-là. Mais eux, ils ont d'autres modes de financement, par des fondations, ce qui fait qu'ils ne sont pas en chasse sur des gamins pour faire fructifier... parce que les lignes budgétaires sont compliquées à boucler, donc voilà, il n'y a pas de lutte là-dessus. Ça, c'est assez terrible, et là, encore une fois, ce n'est pas les gens de l'asso le problème, puisque ceux qui n'ont pas fait ça, eh bien, ils ont fermé, ils n'existent plus. C'est des assos qui n'existent plus aujourd'hui. Eux, ils continuent à œuvrer en plus. Le problème, c'est le mode de financement de ces associations. Là, il faut se tourner vers des gens compétents là-dessus. Il y a des gens qui ont étudié là-dessus. Je parlais tout à l'heure de la sociologue Claire Duport, elle a fait une thèse là-dessus. Moi, je ne suis pas compétent, je n'ai pas d'avis majeur à donner sur ça. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il faut revoir totalement la politique de la ville. Ça a été déjà pensé au niveau national. Et il faut même au niveau local le revoir. Ne me disent pas qu'il n'y a plus de clientélisme depuis l'affaire Andrieux. Ce n'est pas vrai, c'est complètement faux, on le sait tous. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que maintenant, ils cachent mieux, quoi. Voilà, c'est un peu mieux caché, c'est un peu plus subtil. Ils ne font plus une association totalement bidon. Maintenant, ils vont créer un tournoi de foot et ils vont être sponsorisés 40 000 € pour un tournoi. Là où une association qui fait quelque chose va prendre 4 000 € l'année pour quelque chose d'important. Donc, comme je vous le disais, toujours relier les clientélismes associatifs, mais c'est le clientélisme immobilier en bout de chaîne qui a besoin de ça aussi, parce que c'est là qu'ils sélectionnent des gens. Et en plus, le clientélisme immobilier, je reviens dessus parce qu'on focalise souvent sur l'associatif et ça m'emmerde. Le clientélisme immobilier fait que dans les quartiers nord, on a petit à petit des résidences qui apparaissent, des résidences fermées, vidéosurveillées, ça fait travailler les copains aussi qui sont dans les grands groupes, qui vendent des caméras. C'est ceux qu'on voit dans la page 5 de la Provence, en face de la page faits divers. C'est ceux qui ont la page de pub en face. Et ceux-là, ceux-là, ils ont besoin aussi voilà, que Marseille soit un petit peu un coupe-gorge, c'est nécessaire, c'est bien à mettre en avant ce genre de choses. Il y a un business autour de ça, et donc on crée des banlieues, le contraire, des résidences fermées que les gens des cités appellent des riches, alors qu'en fait c'est les classes moyennes, mais pour eux c'est des riches. Et il y a des affrontements, ça finit par mettre dans le 14e, c'est un des éléments, pas le seul évidemment, qui met Ravier, l'extrême droite, dans les 13-14, c'est un des éléments. Hein. Je vais conclure là-dessus d'ailleurs, sur l'extrême droite. Ce que je pense avoir apporté d'assez nouveau dans le livre, c'est la présence de l'extrême droite depuis les années 30 à Marseille dans le monde politique. Le clientélisme est créé par Simon Sabiani, non pas par Defer, dans les années 30, sur les réseaux pétainistes, enfin qui deviendront les réseaux pétainistes par la suite, sur les réseaux d'extrême droite. Simon Sabiani, qui est un des exemples de Defer, hein, même si c'est un ennemi politique, mais Defer a industrialiser ce qu'a fait Sabiani à l'échelle du panier pour les Corses, de faire l'industrialiser pour plus de monde à l'échelle de la ville. Mais Simon Sabiani, c'était un type qui allait à Sigmaringen avec Pétain. C'est, pour ceux qui aiment bien Céline,
Louis-Ferdinand Céline, c'est dans D'un château l'autre, un personnage qui est décrit et qui est un personnage extraordinaire, c'est-à-dire très beau, très charismatique, toujours habillé avec un costard blanc et avec des voitures puissantes et 2 gonzesses sous le bras. C'est celui qui va donner naissance au personnage de Delon et Belmondo dans Borsalino, inspiré de Saviani, personnages qui eux-mêmes vont inspirer ensuite les bandits hollywoodiens. Donc Simon Saviani, dans le personnage bandit ronflant, c'est le vrai, c'est celui de l'origine. Et en plus, celui qui met en place les clientélismes. Et ce que je suis content d'avoir montré, c'est à quel point aussi l'extrême droite, qui s'est, elle, structurée après la guerre d'Algérie, c'est-à-dire à partir de l'OAS et ce qu'on appelait les réseaux Delta, c'est-à-dire les forces armées de l'OAS, les militaires les plus aguerris de l'OAS et les plus violents, c'était les réseaux Delta. Ces réseaux Delta, quand il y a eu la décolonisation, quand ils sont revenus en France, beaucoup sont devenus des bandits. Parce qu'ils savaient faire ça. Et parce que tuer, ce n'était pas un souci pour eux. Et donc, ils étaient ultra violents. Et les bandits que je citais tout à l'heure les ont fait venir en disant « Oh, vous nous mettez les flics dessus, là. » Parce qu'un bandit, normalement, est discret. Et là, eux, ils n'étaient pas discrets. Ils faisaient des braquages sanglants. Ça a été des années très compliquées au niveau banditisme. Et donc, ils ont été intégrés dans les camps de chacun. Zampa a pris les siens, Lebège les siens, etc. Et il y en a un que je cite dans mon bouquin, Tarquini, qui est un mec issu des réseaux Delta, qui s'est allié avec Zampa et quelques autres, dont certains sont encore en fonction aujourd'hui à Marseille. Et en ayant un pied dans ce qu'il allait devenir le Front National et un pied dans le banditisme. Et donc je raconte tout ça dans le bouquin. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, un mec comme Ravier sait qu'il faut avoir aussi du banditisme avec soi pour devenir maire de Marseille, avec ou en tout cas être en contact. Et il essaye de séduire les bandits qui ont été à un moment proches de l'extrême droite, sans succès pour le moment. Donc c'est marrant parce qu'il y a des boucles qui se font. Et ce que je montre aussi, c'est la consanguinité qu'il y a entre les trois principaux partis marseillais, c'est-à-dire la droite, qui change sans arrêt de nom, le PS et le Front National. Le PC étant en perte de vitesse depuis les années 80, mais il a eu un rôle majeur jusqu'aux années 80. J'en parle dans mon livre, mais je le sors de cette démonstration. Un mec comme Théo Balalas est issu du Front National, il en est même un des créateurs, et immédiatement il est recruté par Defer pour attirer à lui un grand nombre des rapatriés de la guerre d'Algérie, puisque à ce moment-là, on avait leur voix, hein, si on était anti-Algérie libre. Et Théo Balalas, c'était son cas. Et donc Théo Balalas prend cette fonction-là, mais attention, il ne prend pas un petit rôle. Il devient le patron des cartes de la fédération du PS, jusqu'il y a très peu de temps. Il a fait ça pendant plus de 50 ans. Donc ce type-là, qui a quand même une pièce dédiée au Troisième Reich chez lui avec des drapeaux nazis, qui est un des boss de l'Adimad, qui est une association Algérie française encore très active, qui est un des patrons de ça, ouvertement, il ne s'en cache pas, qui est le meilleur ami de Ronald Perdomo, qui est un élu Front National depuis longtemps, qui a été assez costaud, qui a co-dirigé le conseil régional avec Gaudin à partir de 89. Eh bien, lui, il a été, ce Théo Balalas a été au PS très longtemps. Le fils de Théo Balalas, Roland Balalas, était avec Sylvien Drieux. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est lui qui balance Sylvien Drieux, qui fait plonger Sylvien Drieux dans l'affaire, ce qui permet entre autres à Ravier extrême droite de passer. C'est-à-dire qu'on a des trucs, quand on regarde bien, on a une consanguinité étonnante. Et de l'autre côté, côté Gaudin, il y a toujours eu une proximité avec Ronald Perdomo très forte, parce que Ronald Perdomo, il est issu du même parti que lui, le CNI. Le même parti aussi que Valéry Giscard d'Estaing. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Les indépendants, Centre national des indépendants et des paysans, voilà. Et donc il sort du CNI, et Ronald sort du CNI, et plusieurs m'ont dit que quand Gaudin gagne, je ne me rappelle plus, en 72 peut-être, mais pas sûr, mais quand il gagne contre Charles-Émile Laud, ce qui lance Gaudin, définitivement, eh bien, il gagne avec les voix de Ronald Perdomo, qui lui donne les quelques centaines de voix nécessaires de militants quoi, qui vont faire passer. Donc l'alliance extrême droite Gaudin est avant 89, et elle va se faire de manière récurrente. Et après en 89, là c'est carrément officiel, même si aujourd'hui Gaudin dit que c'était une alliance technique, dans la réalité le Front National avait des délégations, enfin, des décisions, ils avaient des gens dans les lycées, enfin c'était quand même, le Front National était présent. Et donc je raconte aussi comment le Front National, qui aujourd'hui se met en pourfendeur du système, est un des éléments clés du système.
permet de faire basculer. Et en fait, aujourd'hui, je raconte comment un mec comme Ravier a mis en place un clientélisme associatif, certes pas avec les mêmes assos, mais avec le même principe. Il a rapatrié toutes les assos fachos qu'il y avait dans Marseille, et même il y en avait sur Aix. Il les a fait installer dans les 13-14 et il leur obtient des subventions parce qu'il a des gens placés pour, il leur obtient des choses. Donc ce clientélisme se met en place pour moi c'est très important ça, parce que le Front National, l'extrême droite, c'est pas un phénomène nouveau à Marseille, c'est quelque chose d'ancien, d'ancré, des années 30. Et ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il échappe maintenant aux socialistes ou à la droite. C'est que maintenant, il a un peu pris son autonomie. C'est ça la nouveauté, en fait. C'est pas qu'il soit présent. Et donc, voilà, tout ce que je vous ai raconté, tous ces clientélismes, ces enjeux politiques, c'est une sorte de grand puzzle. Et peut-être qu'il manque encore quelques pièces, mais si on lit d'autres livres, celui de Michel Sanson et Perradi, Gouverner Marseille, si on lit celui de Marseille, ma ville, de Xavier Monnier, Sociologie de Marseille, il n'y a pas longtemps, si on lit le dernier Claire Duport sur l'héroïne à Marseille, vous verrez qu'il ne manquera plus beaucoup de pièces et qu'en fait, on a une ville qui n'est pas délaissée, mais qui au contraire est très structurée. Sauf qu'elle n'est pas structurée pour que ça fonctionne, elle est structurée au contraire pour que rien ne bouge. On met énormément d'énergie pour que rien ne bouge. Parce que naturellement, d'ailleurs naturellement, ça bouge un peu quand même. Et malgré tout, c'est-à-dire qu'à peu près personne voulait d'Euroméditerranée, mais c'est allé contre eux, il y a eu Euroméditerranée. Personne voulait du MUSEM, Gaudin a tout fait pour qu'il n'y soit pas en 2004, il a essayé de mettre la Coupe de l'América à l'endroit où il y avait le MUSEM, manque de chance, il y a eu 2 événements, le jour où les Suisses qui organisaient la Coupe d'América sont venus visiter Marseille, il y avait une grève des poubelles, et aussi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, la chef de la délégation suisse s'est fait arracher son sac dans la voiture. Donc, le truc terrible, quoi. Donc Marseille, alors qu'ils allaient l'avoir, parce qu'en effet, la rade de Marseille est parfaite pour une Coupe de l'América. Alors que Marseille allait l'avoir, Marseille ne l'a pas eu, ça nous a permis d'avoir le MUSEM. MUSEM qui aurait dû sortir en 2005 ou 6, 8 au plus tard, et qui est sorti en juin 2013, c'est-à-dire au milieu de l'année de la culture, la capitale de la culture, alors que ça aurait dû sortir avant. Voilà, en fait. Donc, je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu un peu le fil, mais tous ces réseaux-là font qu'on essaye de faire que Marseille ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'on a une stabilité chez les maires qui est intense, puisqu'il faut que rien ne bouge. Mais dans tout, il y a une stabilité. Au Cerf des Nageurs, il y a le même mec depuis toujours, enfin depuis 25 ans. C'est la même chose, parce qu'il ne faut pas que ça change. Regardez toutes les grosses structures. Prenez le consistoire chez les juifs, vous verrez, vous allez avoir les mêmes gueules depuis très longtemps. Chez les musulmans, c'est un peu différent parce qu'ils ne s'unissent pas. Chez les cathos, alors c'est bon, quoi, c'est parfaitement maîtrisé. Ça, c'est pour les communautés, mais on a peu de mouvement dans tout ça. Et quand il y a des nouveautés, ça fait un peu tanguer. C'est le moment où ça s'affole. Bon, voilà, il y a eu la bagarre autour de la métropole. La métropole, c'était quelque chose qui était fait par l'État pour faire bouger tout ça. Et première chose, c'est qu'il y a d'abord eu une alliance entre Gaudin, comment elle s'appelle, Joissains, pour essayer de faire que rien ne bouge à leur échelle. Ça, ils y sont arrivés. Et ensuite, il y a eu la bagarre pour que, maintenant, à la nouvelle échelle, on ait le chef, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre de clientélisme. Et en apparence, Gaudin a gagné, mais en vérité, c'est Vassal qui a gagné, parce que Martine Vassal a placé tellement de délégués que quand Gaudin, pour une raison ou pour une autre, lâchera la main sur la métropole, il y aura Vassal qui prendra la main. La grande perdante semble être Joissains, mais elle a de la ressource. Et voilà, quoi. Donc, cette métropole, pour conclure dans une touche de pessimisme absolu, avant qu'elle se fasse, alors que je suis plus optimiste que ça dans la réalité, mais avant qu'elle se fasse, particulièrement Aix, ont dépensé un max de fric. Vous voyez tout ce qui a été fait à Aix, là il y a énormément de trucs, et Marseille ne pouvait pas, ils n'ont pas les sous. Donc partout ils ont dépensé un max de fric, et à partir du moment où ça s'est mutualisé, les dettes se sont mutualisées, ce qui fait que maintenant il n'y a plus un sou dans la métropole, elle est grillée pour quelques années, c'est-à-dire il n'y a pas un centime, il y a déjà un endettement phénoménal. Et donc ça c'est le côté un peu provençal que moi j'aime pas beaucoup, parce que là, pour le coup, je suis comme Gaudin. Je me dis, quand il faut aller se faire soigner, Joissains, elle ne va pas dans ses hôpitaux, elle va à Marseille, quoi. Enfin, ça reste quand même une ville importante. Et moi, le discours de pas de Marseille, c'est un discours que je ne veux pas du tout entendre. Et c'est marrant, parce que moi, je croyais beaucoup en la métropole, mais là, pas celle-là, quoi.
Par contre, pour finir Last of Us, je finis sur un truc plus optimiste, c'est que quand Godin passera la main, il va y avoir une guerre des clientélismes. C'est-à-dire que, pour les nommer, Tian va partir avec ses clientélistes, sa clientèle, Morène et Valérie Boyer, Vassal dans ce coin, même si je ne pense pas qu'elle veuille la mairie, mais elle placera forcément un mec pour prendre la mairie, et plus un peu la gauche, mais la gauche pour le moment elle n'existe plus. En tout cas, tous ces gens de droite vont s'affronter, et les clientélistes vont s'annuler. Au lieu de Godin, il arrive à les structurer. Là, ils vont s'annuler. Et c'est un moment où il peut y avoir un deuxième Vigouroux qui sort, c'est-à-dire quelqu'un de la société civile qui sort. Après, il faudrait que ce soit une volonté du gouvernement aussi, puisque le gouvernement a son mot à dire, et une volonté aussi de la bourgeoisie marseillaise, qui, pour le coup, par Godin, a été totalement trahie. Parce que si vous regardez bien, les seuls qui font du business à Marseille, c'est les grands groupes. Et la bourgeoisie marseillaise et leurs petits trucs, ils en font plus. Ils sont partis à Cassis, ils sont partis à Aix, ils sont partis dans le Luberon, mais ils ne font plus du tout d'affaires à Marseille. Et donc, je ne pense pas que Godin les ait avec eux. Ça s'est vu d'ailleurs sur son secteur dans les 6-8, alors que d'habitude, il gagne comme un président africain à 80%. Là, d'un seul coup, il a à quelques centaines de voix, il n'allait pas au second tour. C'est plutôt la petite bourgeoisie qui a voté socialiste pour dire au Jean-Claude, là, il ne faut pas nous oublier. Et voilà, donc je pense aussi qu'il va y avoir, au moment, je ne suis pas pressé, dire que j'espère que Godin il finira par sa propre volonté, quand il partira, je ne pense pas qu'il aille au bout de son mandat, je pense que ça va s'affronter dur. Et là, peut-être peut sortir quelqu'un de la société civile. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois, et je crois aussi à une structuration de la société civile. On y assiste. Sur le phénomène de l'école, actuellement, vous avez vu qu'une petite asso pas très connue comme l'association de la Castellane, des écoles à Castellane, a pris une ampleur presque à l'échelle de la ville. Et il y a une association autour de la Plaine aujourd'hui qui fait parler d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui avait disparu ces dernières années, qui revient. Si ces gens-là arrivent à se structurer entre eux, et c'est fort possible, ça peut donner quelque chose d'intéressant pour la suite. Et cette fois, j'ai fini. Pardon ? C'est un théâtre permanent. Oui. C'est une série télé si on la fait bien. On m'a demandé si c'est la seule ville comme ça en disant c'est pas la seule ville comme ça. Moi, ce que je pense de Marseille, c'est que Marseille, c'est un concentré de France. C'est que tout ce qu'on trouve partout, on l'a ici, de manière visible, assumée, concentrée, et souvent pire ou mieux. C'est-à-dire, il n'y a pas de juste milieu. C'est pire ou meilleur. Et avec Marseille, une particularité, c'est en ayant 50, 60 ans de retard sur tout, ça permet de ne pas avoir fait des bêtises qui ont été faites dans d'autres villes. Et c'est comme mais c'est réel, c'est comme les pays d'Afrique qui n'avaient pas de téléphone filière et qui sont passés au portable directement. Et ils n'ont pas passé par le fil. Nous, il y a des éléments, ce qui fait qu'il y a énormément d'urbanistes qui viennent sur Marseille, parce qu'ils se disent, c'est un Eldorado, il y a tellement de boulot, il y a tout à faire. Que, ils savent pas où ils arrivent. Mais en tout cas, sur une carte, ils trouvent ça cool, quoi. Ils se disent, là, il y a vraiment tout à construire. Et ils n'ont pas tort, parce qu'en fait, l'Europe et l'État a repris la main sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets sur des périmètres où les élus locaux ne font que faire semblant, et ils n'ont pas trop la main. Donc, il y a quand même il y a un peu de place. Donc, oui, c'est pas unique à Marseille. Oui, il y a les Balkany, on a Guérini, mais il y a les Balkany. Oui, il y a Hénin Beaumont pour le Front National. Oui, il y a la bourgeoisie nantaise et Nice, il y a de quoi faire aussi. La Corse pour la bourgeoisie, la Corse pour le clientélisme immobilier, autour d'Ajaccio, de Cotichiavar, il y a de quoi faire. Sauf que Marseille, il y a tout réuni. Nous, on n'a pas de banlieue, on les a dans la ville. Donc à étudier, c'est parfait. On a la plage, mais en même temps, on a les collines, on est enserré, on a problème de circulation. C'est le paradis des sociologues, des journalistes, vraiment quoi. Et ça vient du monde entier, regardez Marseille, pour ça. Et ça permet de raconter tout ça. Tout ça en ayant une ville agréable à vivre. C'est ça qui est très particulier. C'est vrai que je ne parle pas de l'OM. Dans mon livre, je ne parle pas de l'OM pour plein de raisons. Et ça m'a été demandé par quelqu'un par mail qui a trouvé mon mail, me demande, et il est tout surpris qu'il n'y ait pas l'OM, tout ça. En fait, déjà, quand j'écris le livre, il y a une raison personnelle déjà. C'est que moi, quand j'écris le livre,
Ça, c'est le truc de l'auteur qui veut pas que... je voulais pas faire un livre sur Marseille, Marseille, Marseillais, Marseillais. Je voulais pas. Et donc, je voulais pas être dans les trucs classiques de Marseille. Oui, il nous faut l'OM, absolument, il nous faut le cercle des nageurs, et il nous faut... Voilà, je voulais pas ça. Donc, d'entrée, j'ai écarté l'OM pour ça. Mais après, il y a d'autres raisons. Je voulais montrer que justement, ce que je viens de dire, que Marseille, c'est une ville qui concentre, c'est un concentré de France. Et donc, je voulais pas en particulier l'OM. Et après, l'OM, c'est un livre à part entière. Après l'OM, il y a des affaires qui sortent régulièrement qui font que la presse, parce que moi je viens de là, hein, je ne suis pas écrivain, hein, donc la presse le relate bien et régulièrement. L'équipe le fait, je ne suis pas un fan de l'équipe, mais le fait bien. Il y a régulièrement des choses, y compris dans les quotidiens régionaux. L'affaire Tuzio de 2005 nous raconte ce qui se passe en ce moment. Il n'y a rien de neuf. C'est des commissions qui sont prises sur des transferts, avec toujours les mêmes bandits derrière, Jean-Luc Baresi, quelques autres, qui sont toujours les mêmes mecs. On a la même affaire qui se reproduit. Donc en gros, j'écrirai ce qui est déjà écrit, en disant ça arrive encore. Et donc ça ne m'intéressait pas aussi. Et donc je ne voulais pas faire du Marseillais pour les Marseillais, je voulais faire quelque chose qui est un peu... En gros, quand j'écrivais, je me disais, si ça peut intéresser un Québécois, c'est super. Et vraiment, je me disais ça. Et donc je ne voulais pas du l'OM. Et en plus, après, les magouilles qui sont autour de l'OM sont aussi des magouilles qui sont liées au football. Et donc au monde particulier du football, ultra-capitaliste, avec un pognon fou, beaucoup de blanchiment d'argent, tout un monde d'agents de joueurs qui magouillent en prenant des commissions. Et ça, on le trouve partout, sauf en ce moment au PSG, parce que les Qataris ont réussi à empêcher tout passage de tout le monde. Mais c'est pas mieux, hein, parce que c'est les Qataris. Donc, mais en tout cas, tu le trouves dans tous les clubs. Sauf qu'à Marseille, pour le moment, c'est pire. Pour le moment, c'est pire. Il y a des raisons pour ça, mais ça mérite un livre à part entière. C'est pas mon livre. C'est plus la République malade. C'est l'OM malade. C'est un problème voilà. On n'a plus, je vais vous dire, au fond de ma pensée, on n'a plus José Anigo qui est parti et qui n'était pas un grand directeur sportif, qui n'était pas un grand entraîneur. Mais José Anigo, il faisait le tampon entre le club et le banditisme. Donc il disait au banditisme, les gars, vous mangez un peu, mais pas trop. Et il disait au club, pour qu'on recrute, il faut un peu qu'ils mangent. Et donc, ça faisait que on pensait aussi aux résultats. Il y a plus ce gars-là, les bandits ils disent on prend tout. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait 11 transferts, on vend 11 mecs, on en achète 14, ou le contraire, on vend 14 mecs, on achète 11, sans penser sportif, parce qu'à chaque fois qu'on vend un gars, on fait une commission dessus, et on prend du pognon dessus. C'est tout. On ne pense pas à autre chose que ça. Donc, la victime, c'est l'OM d'ailleurs, hein, dans l'histoire. Hein. La victime, c'est le club l'Olympique de Marseille. C'est pas autre chose. Hein. Les clubs de foot, il y a du pognon, mais c'est surtout de l'endettement, hein, surtout des dettes. Après, il y aurait quelque chose à dire autour du stade Vélodrome. Mais là, je partais dans quelque chose qui était vraiment gros et j'avais pas le temps. Et je sortais de mon sujet, c'est-à-dire que moi qui voulais faire une démonstration en puzzle, d'un seul coup, je mettais une pièce plus grosse que les autres. Je partais sur l'OM. Donc j'ai choisi de ne pas parler de l'OM, mais surtout pour la première raison, pour ne pas faire du Marseillais pour les Marseillais. Ce n'était pas du tout mon envie. D'ailleurs, il n'y a pas Marseille dans le titre. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors moi, on m'a demandé, je vais être sincère, hein, on m'a demandé de faire des enquêtes sur la presse et j'aurais les moyens, je sais qui voir. Sauf que c'est mes gens qui pourraient m'employer un jour, quoi. Donc après, il faut être réaliste, quoi. Hein, je suis pas non plus, je vais pas me jeter tout nu dans le feu pour le bien collectif, quoi. Donc oui, mais un jour, parce que c'est pas la Provence, tout ça, ça sera pas mes futurs employeurs, mais il y a des choses à dire sur tout le monde. Et donc, et en plus, ils en sont conscients, hein, je dirais. Sauf qu'un jour, le patron, il va se dire « Oh, tiens, lui que tu vas embaucher, là, il est bon. Ah, non, c'est plus Pujol, oublie. » Déjà, c'est un peu le cas aujourd'hui. Donc, si je vais trop loin, non. Donc ça, déjà, ça complique pas mal. D'ailleurs, vous verrez que ce genre d'enquêtes sortiront à l'étranger par des journalistes étrangers, hein, qui, eux, n'attendent rien de... C'est normal. Après, qu'est-ce que je peux dire? Oui, la presse, pas particulièrement française et pas plus clientéliste que d'autres, qu'est-ce que je peux dire sur la Marseillaise? On n'a jamais écrit une ligne sur Jean-Noël Guérini. Voilà, j'étais le premier à en souffrir, hein, et tous les autres dans le journal. Mais sans Jean-Noël Guérini, le journal aurait fermé il y a 10 ans déjà. Donc tu es pris dans un truc. Moi j'étais dans la fronde, moi j'étais pour qu'on écrive, et j'étais même pour qu'on réfléchisse à des manières d'écrire au moins sur l'affaire, quitte à ne pas égratigner Jean-Noël en se mettant sur le banditisme. C'est-à-dire on faisait l'inverse de ce qui se fait dans les autres pays, où normalement tu casses du politique parce qu'eux ils te font rien, et tu dis rien sur les bandits. Alors moi je disais on fait le contraire, on envoie sur du bandit, même ça on ne voulait pas. Donc rien n'est sorti. Après la Provence, ils ont les leurs aussi. Hein. Je disais tout à l'heure la page de pub, voilà, hein, ça veut dire il faut du fait divers, quoi. Même s'il ne se passe rien, il faut envoyer quand même. Donc il faut... Ça n'a jamais fermé même, on peut dire. Les pauvres.
Ils n'ont jamais fermé la Marseillaise, ils existent toujours, ils ont fait une nouvelle formule, ils ont la couleur, ils bossent bien. Après, je suis filmé en plus, je pourrais envoyer sur la Marseillaise, j'ai de quoi dire. Hein. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un journal primordial, important, qui est né pendant la résistance, c'est un journal résistant, c'est pas un journal communiste, ça c'est un raccourci. Après, c'est pas un journal, c'est pas non plus la droite, hein. C'est un journal de gauche, incontestablement. Mais c'est un journal surtout qui est né pendant la résistance, un journal de résistants. Et aujourd'hui, plus que jamais, il a sa place sur le panel de la résistance. Est-ce qu'ils le font bien? Je ne le pense pas. Est-ce qu'ils en ont envie? Oui, c'est déjà beaucoup. Et il est nécessaire que la Marseillaise existe longtemps, bien sûr. Et j'espère que ce sera le cas. Et j'espère que les gens, plutôt que de dire c'est bien qu'il y ait la Marseillaise, l'achèteront au moins de temps en temps, quoi. Et parce que imaginez qu'il n'y ait que la Provence, c'est même pas contre la Provence que je dis ça, mais c'est vachement bien d'avoir une balance. Parce que l'air de rien, ces deux journaux se répondent sans en donner l'air. Mais moi, je me rappelle, des fois, il y avait un article qui ne me plaisait pas, je ne dirais pas de qui, à la Provence. Et bien, très vite, je faisais un contre-article. Et des fois, j'ai vu des contre-articles aux miens dans la Provence. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc ça permet quand même un semblant de débat, même si après, il n'y a plus grand monde qui lit, on est d'accord. Après, est-ce qu'on a une presse indépendante? Non, clairement, non. Mais il n'y a pas un journaliste qui vous dira « oui, on est indépendant » ou celui qui le dit, il n'est pas crédible, quoi. Non, il n'y a pas d'indépendance, il y a des enjeux. Après, est-ce qu'on est totalement liés? Non, c'est pas vrai non plus. Il y a quand même des possibilités d'écrire des choses, y compris à la Provence. Hein. Et pourtant, ils ont beaucoup d'annonceurs, beaucoup de trucs, mais l'affaire Grigny, ils l'ont sorti, ils sortent des affaires. En plus, le problème Provence, c'est que, enfin le problème ou l'avantage, pour moi c'est un problème, c'est qu'ils n'ont pas de ligne. Ils n'ont pas de ligne, on ne sait pas qui parle, d'une page à une autre, ils se contredisent et tout. Eux, ils appellent ça la pluralité. Bon, pourquoi pas. Mais en attendant, ça veut dire aussi que tu ne peux pas servir la soupe à un tel et oublier l'autre, puisque tu as besoin de tout le monde. Donc en fait, c'est des choses un peu bizarres. De temps en temps, il y a un article très complaisant pour quelqu'un qui va se faire démolir 2 jours plus tard. Et ça dépend des journalistes. Il faut voir, moi qui connais, il faut voir les signatures. Quand on voit les signatures, on comprend. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de guerre interne, mais elle existe aussi à la Marseillaise, mais elle reste plus centrée à gauche. Il y a ceux qui sont pour Mélenchon, pour ci, pour là, et ça va s'entretuer de la même manière, là où la Provence le fait sur un plus gros spectre. Mais pour avoir une presse indépendante, il n'y a qu'une seule manière, hein, c'est la payer, c'est tout. Voilà. Et après, c'est la payer, c'est tout. On paye du pain pour le manger, on n'est pas choqué, et en plus je trouve qu'on paye très cher. Je trouve que les journaux sont moins chers et tout aussi important. On paye presque 1 € les baguettes, alors tout ça parce que le pétrole a augmenté alors qu'il a baissé, ils n'ont pas baissé eux. Par contre, les journaux, ils sont à 1 €, il faut 200 personnes minimum pour faire vivre un journal. Je trouve que c'est pas cher, hein, 1 €. Hein. Donc on achète le pain tous les jours, on peut acheter le journal tous les jours. Moi je trouve que, voilà, si on veut de l'indépendance, on fait ça, c'est tout. Ben oui, mais la pub, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moyens, quoi. Ouais, mais ça c'est le doux rêve, ça. Mais j'y crois pas, moi, dans la... Ben, par exemple, le Provençal et le Méridional qui a fusionné. C'est une catastrophe, ça donne la Provence. C'est-à-dire qu'on avait un journal socialiste, on avait un journal droite dure, et on a un truc, je sais pas. Mais eux-mêmes ne savent pas, d'ailleurs. Et imaginez maintenant, on fait fusionner avec la Marseillaise, quoi. C'est un truc... on aurait des journalistes à Marseillaise qui se retrouvent avec d'anciens du Méridional. Oh, putain, mais c'est la guerre. Je pense qu'ils ont bien nos mains quotidiennement. Donc, c'est pas possible. Après, des plateformes, oui, ça existe, mais je le vois plus au niveau national qu'au niveau local. Ensuite, il y a Mars Actu, qui est un super site, qui fonctionne très bien. Alors, il y en a qui me disent c'est anxiogène. Je suis désolé, mais les infos heureuses, personne ne les lit. Tout le monde te dit « Ah ouais, il faut dire du bien ». Tous les journaux ont essayé de faire des articles dont on dit du bien. Tout le monde s'en fout. Donc, il faut faire attention aux enquêtes de lectorat et à la réalité. Parce que les gens se disent « le fait divers, c'est mal ». Je ne veux pas dire qu'il faut faire fait divers. Je veux dire qu'il faut faire des trucs sur l'associatif cool. Mais après, la Provence, quand ils ont simplement déplacé leur page fait divers, elle était en page 4, ils l'ont mise beaucoup plus loin. Ils ont eu des chutes de vente énormes. Ils ont vite remis la page fait divers. Tout ça parce qu'ils avaient fait une enquête de lectorat. Faut pas rêver, quoi. Hein. Le fait divers me fait vendre. Moi, j'en ai fait pendant 10 ans. C'est normal que ça fasse vendre. Hein. C'est ton quartier, ça te touche aux tripes, quoi. Et en plus, il y a un truc sur le fait divers qui est très simple à comprendre. C'est qu'un article politique demande un prérequis. Tu es obligé de connaître ce qu'est un socialiste, par exemple.
Dans les cités, des fois, je leur parle de Godin, il fait quoi? Il est socialiste, de l'UMP, ils ne savent pas, donc le prérequis n'y est pas, donc ils ne s'y intéresseront pas. Par contre, un fait divers, pas de prérequis. Un type est mort à tel endroit, il s'est passé ça, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en savoir avant. Et ça ouvre au truc de masse immédiatement. En plus, ça touche les grands instincts et ça touche finalement à la règle. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est légal? Donc c'est très important et très intéressant le fait divers. Moi j'ai essayé d'en faire quelque chose de marrant déjà pour commencer, ce qui était très particulier, et d'en faire quelque chose de sociologique. J'avais mon lectorat, mais j'avais aussi mon anti-lectorat. J'avais aussi ceux qui disaient oh, c'est bon quoi, on veut pas prendre des trucs avec les faits divers. Voilà, il faut qu'il se passe juste un événement grave quoi. La Provence fait ça très bien. La Provence, ils ont toujours eu de très bons faits diversiers qui bossent très bien là-dessus, et leurs faits divers sont de très bonne qualité dans ce sens-là. Médias de masse, les gens sont à fond. Et d'ailleurs, tous ceux qui disent « Oh, moi, le fait divers, je m'en fous », combien de discussions? Oh, t'as vu celui qui s'est fait poignarder, tout ça? C'est normal, c'est pas honteux, c'est normal, surtout si ça se passe dans notre quartier. Donc après, voilà, il y a toute cette réalité, il y a ce qu'on pense, et ben ouais, je dis, si on commence à payer, voilà, abonnez-vous à Mars Actu, hein, ils en ont besoin. Hein. Mars Actu, ils font du super boulot, ils sortent des infos, ils sortent des trucs quotidiens, ils sont modernes, ils bricolent, mais ils le font bien, voilà, et c'est pas cher en plus. Et en plus, je leur fais de la pub alors qu'ils n'ont même pas écrit une ligne sur mon livre. Quoi. Mais ça va, je le fais quand même. Vous avez évoqué l'apparence Vigouroux et une parenthèse dans... Ouais, 86, il y a... alors, 86, Michel Peset et Defer s'affrontent. Il y a le jeune Michel Peset, le jeune intello Michel Peset, et Defer, le vieux résistant, le vieux lion. Qui en a dans la tronche, attention. Hein. Et ils s'affrontent et Peset est en train de prendre la main au niveau des socialistes. Et un soir, il prend la main, il est élu, il va être élu plutôt. Defer est déconfit, rentre chez lui et il meurt. Il meurt, on ne va pas dire à cause de ça, mais il meurt surtout parce qu'il avait sûrement un problème de cœur. Non, mais ce n'est pas non plus le type en bonne santé qui meurt. C'est un type qui avait des problèmes de cœur et cet élément est un élément déclencheur. Je ne dis pas que 3 semaines plus tard, il ne serait pas mort pour autre chose. Mais en tout cas, dans le symbole, c'est Peset qui a tué Defer. C'est un symbole horrible parce que le pauvre Peset, il n'y est pour rien. Quoi. Et Edmond de Charleroux, pour d'autres raisons que je ne vais pas raconter parce que je suis filmé, va en plus faire un anti-Defer, un anti-Peset lourd. Et donc, avec en plus l'accord de Mitterrand à l'époque, ils vont mettre ce chirurgien qui est un type bien, connu comme étant un type intègre, et ils vont le placer, et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il prenne son indépendance. C'est-à-dire que très rapidement, donc il est en 86 élu par le conseil municipal, il est maire, il met en place sans réseau... D'abord, il comprend vite comment tout cela fonctionne, les réseaux clientélistes, et là, il casse les réseaux clientélistes, et il met en place une période de projet. Et donc il met en place un projet culturel, les friches. Alors pour la petite histoire, les friches, je vais le faire court, les friches, c'est pour une mauvaise raison qu'elles sont faites, les friches culturelles. Mais au final, ça fait un bon truc. Il y avait les marchés maghrébins, comme les puces, qui se faisaient partout sur les friches. Dès qu'il y avait un terrain abandonné, il y avait toujours des Arabes qui se réunissaient, qui vendaient des trucs. Eux, ils n'en avaient rien à faire, ils s'en fichaient complètement de savoir s'il fallait des autorisations, de ça. Ils faisaient leur business. Et les socialistes, pour les virer, ils étaient embêtés. Aujourd'hui, ils se poseraient moins de questions. Mais à l'époque, ils étaient emmerdés. Et donc, ils ont eu l'idée de récupérer ces friches et d'y mettre de la culture dessus, pour une bonne cause, comme ça, il n'y avait pas les Maghrébins qui se mettaient en place. Et donc, pour une mauvaise chose, à la fin, ils font un bon truc, c'est qu'ils donnent à Poitevin, qui est un poète, quoi. Il est courageux, il donne à un poète la possibilité de mener à bien une politique culturelle. Et il fait ça merveilleusement bien. Il fait les friches, il met en avant le jazz, la musique, le théâtre. Enfin, il fait d'un seul coup décoller Marseille au niveau culturel. Ce qui donnera la capitale de culture au bout, c'est Poitevin qui le fait, donc Vigouroux. Et Vigouroux, de son côté, fait ça sur plein de choses. Hein. Il met en accord, il est d'accord pour mettre Euroméditerranée avec Jospin. Ils font plein de choses, toutes sortes de trucs. Je n'ai même pas la liste, il faudrait demander à des anciens qui connaissent ça par cœur. Quoi, hein. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, plus que la moyenne, mais je ne suis pas non plus la pointure sur ces sujets-là. Et Vigouroux, en tout cas, se dit, bon, ça marche, il prend de l'assurance, et il part aux élections en indépendant. C'est-à-dire pas de socialiste. Et là, il prend tous les secteurs, les 8 secteurs. Il gagne partout, contre les socialistes et l'UMP. Et parce qu'à ce moment-là,
les clientélismes sont tellement éparpillés qu'ils s'annulent les uns les autres. Et lui, avec des projets, à ce moment-là, marche. Ce qu'a tenté de faire Menucci. Il avait des très bons programmes, Menucci. Je ne suis pas un pro Menucci, je ne suis pas un anti-Menucci, mais il avait des programmes qui étaient vraiment bons. Pour une fois que j'entendais des gens qui avaient c'est la seule campagne où j'entendais des choses cohérentes d'un seul coup. Il y avait des trucs, c'était pas mettre un téléphérique ou d'un seul coup il y avait quelque chose de cohérent quoi. Il y avait des vraies envies au niveau économique, il y avait des envies en termes d'urbanisme, il y avait des trucs. C'était pas ses idées, il les avait récupérées, c'est bien de le faire, c'est son rôle. Mais pour le coup, il n'a pas convaincu quoi. On n'a pas cru en lui. Et puis surtout, on a vu la puissance des clientélismes, force ouvrière et immobilier là qui l'ont broyé quoi, complètement pour qu'il gagne, pour qu'il perde à ce point. C'est lié et à sa personnalité et à la force des clientélismes. Lui, Vigouroux, à ce moment-là, il prend la mairie, mais alors il est partout. Et là, il continue à mettre en place tout ce qu'on a de bien aujourd'hui. Et par contre, en 95 arrivant, les réseaux clientélistes se sont restructurés et les sondages d'opinion montrent qu'il va se faire atomiser et il préfère ne pas y aller quoi. Mais atomiser, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de débat. Et donc il n'y va pas. En plus, il y avait Tapi à un moment qui lui-même allait prendre la main. Tapi qui perd au dernier moment, le PS désorganisé. Enfin, tout va mal, ça se goupille mal. Si je... et voilà, et ça met Gaudin qui hallucine de se retrouver maire, puisqu'il avait déjà perdu un paquet de fois, et que c'est le moment où il était le plus faible qu'il passe. C'est le paradoxe. C'est le moment où il était le moins préparé qu'il passe. Alors que d'autres fois, il avait eu plus de voix que de fer et il perd, parce que ça doit être ralent quand même. Tu as plus de voix que de fer. Et il perd parce qu'il y a ces histoires de secteur. C'est un truc dur à vivre. Hein. Et voilà quoi. Donc la parenthèse Vigouroux, j'en parle peu dans mon livre parce que comme c'est une parenthèse et que c'est pas le sujet là aussi de mon livre, je le mets. Puis en plus, il y en a qui l'ont très bien traité. Gouverner Marseille fait ça très bien. Hein. Il y a des chapitres sur Vigouroux, je ne vais pas le recopier, quoi. Ça sert à rien. Donc Vigouroux est quand même l'un des maires marquants. Le maire marquant de Marseille, c'est Vigouroux. Après, il y a des nostalgiques de Defer, il y en a beaucoup. Ce qui différencie Defer et Gaudin, c'est que Gaudin est tributaire de ses clientélismes, c'est-à-dire Force ouvrière a la main sur Gaudin. Force ouvrière impose à Gaudin son bon vouloir. L'immobilier fait ce qu'il... voilà. Alors que Defer, c'était le patron. Defer, c'est lui qui disait ce qu'il avait à faire. Il avait juste des structures à son service. Et ça, je pense, c'est quand même une grosse différence. C'est-à-dire que le type, quand il voulait faire un métro, il le faisait quand même, quoi. Voilà, certes, il y avait du clientélisme, mais il faisait son métro. Alors, il s'arrêtait pile à l'endroit où il y avait les communistes. C'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il regarde où sont les communistes, il s'arrête aux communistes. Mais quand même, c'était lui le patron. Aujourd'hui, c'est inversé. Gaudin n'est pas le patron du tout. Il est juste un bon chef d'orchestre. Un bon judoka. Vous imaginez Gaudin en judoka. Mais c'est un bon judoka quand même, politique. Non, mais il est extrêmement fort, Gaudin. C'est pas le même style que Defer, mais il est extrêmement fort. C'est un type en interview qu'on ne peut pas mettre au tapis, mais personne. Au conseil municipal, il est brillant à chaque fois. C'est-à-dire, il cloue le bec à n'importe qui, n'importe quand. Il a une répartie pour tout, il a une petite phrase pour tout, la blague, l'anecdote, il a tout ce qu'il faut. Il a une bibliothèque d'histoires réelles ou modifiées qui est énorme, qui sort n'importe quand, en plus avec une maîtrise parfaite. Non, il est extrêmement fort. Moi je le trouve quand même fascinant derrière tout ça, derrière le personnage. Hein. Ouais. D'abord Anticorps. Anticorps, ils se sont débrouillés à se battre entre eux. Et maintenant, il y a Anticorps et Digicorps, je crois que ça s'appelle. Donc, ils n'ont même pas réussi à être d'accord ensemble. Donc, ici, à Marseille, on a une particularité. Enfin, Marseille, ici, on a Anticorps, Digicorps et encore autre chose. Ils sont très importants, mais pas assez peu au niveau local, paradoxalement. Enfin, ils font du travail local, mais la solution viendra d'un échelon supérieur. Ce que je dis, la solution, elle viendra par du non-cumul des mandats. Et là, ils œuvrent là-dessus. Par ces trucs-là. Donc là, c'est primordial. Par contre, ils se servent de l'exemple marseillais, enfin de l'exemple des Bouches-du-Rhône, PACA, du Var, et ils remontent des affaires, ils en ont beaucoup, ils en connaissent beaucoup, et ils les donnent clé en main à la justice qui dit on traitera ça quand on aura le temps, et qui ne traite jamais quasiment. Et là aussi, c'est des trucs un peu étonnants quand même. Particulièrement ces derniers temps, depuis que le procureur précédent est parti, il n'y a pas une affaire qui est sortie. Vous regarderez, il n'y a pas une affaire qui est sortie. Donc là, on va bientôt changer de port. Mais les chartes, c'est du vent, les chartes. Ils ont raison de le faire, mais les chartes, c'est du vent. Les gars, est-ce que vous allez faire ce qu'il faut? Oui.
Ah oui, promis, on va faire ce qu'il faut. Promis. Vous voyez, Morène, il a dit, moi je signe ce que vous voulez à Adrien Roux, qui est de Digicor. Il lui a proposé quelque chose de très concret. Il a dit, moi je le fais sans problème. Ce n'est pas une charte, c'est plus subtil ce que propose Adrien. C'est carrément des trucs dans l'action, c'est-à-dire interdire ça, obliger ça, enfin c'est subtil. Mais ils ont déjà, s'ils acceptent, c'est qu'ils ont déjà réfléchi à la parade. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils savent déjà qu'ils ont déjà un autre gars, bon voilà, on nous a bouché par là, attends, j'ai un mec là, bon, on va passer par là. Donc la chose se fera sur une plus grande ampleur, hein, en effet. Et ça, en effet, c'est important. Ensuite, les loges franc-maçonnes sont à Marseille existantes, évidemment, il y en a probablement ici. C'est pas quelque chose de différent d'ailleurs. C'est même pas un tabou. Ils sont énormément dans la justice, la police, le monde des avocats, le monde des flics. Vous regarderez, il y a énormément d'affaires de ripoux qui, pour moi, n'en sont pas, mais qui sont juste des frères de loge. Il y a eu une affaire, l'affaire des Pipolos, je ne sais pas vous vous rappelez cette affaire. Les Pipolos, c'était ceux qui géraient les navettes avec le Frioul, avant qu'il y ait, je crois que c'est Veolia maintenant, mais c'était une famille, les Pipolos, qui était dans un mode de fonctionnement pour le moins répréhensible. Et eh bien, quand l'affaire allait tomber sur eux, il y a un flic de la PJ marseillaise qui a prévenu les Pipolos que ça allait taper. Mais ce n'est pas du tout parce qu'ils voulaient défendre des bandits, mais parce que c'était des frères de loge. Donc on a beaucoup d'histoires comme ça, on a régulièrement des affaires qui sortent sur fond de franc-maçonnerie. Mais après, il y a plein d'autres réseaux que les francs-maçons. Hein. Il y a à peu près tous les réseaux possibles existent à Marseille. Et justement, les bons chefs d'orchestre sont ceux qui arrivent à avoir des billes dans tous ces réseaux. Le réseau du CRIF est très important. Le réseau, j'ai envie de dire, les laïcs juifs sont très importants à Marseille. Pas plus, pas moins, mais ils sont très importants. La preuve, il n'y a pas un maire qui n'a pas son élu qui est issu de la communauté et qui le fait savoir en permanence, qui le surjoue en permanence. Non, moi je parle au niveau de Marseille. Hein. Mais au niveau de Marseille, on le voit, c'est surjoué. Il y a carrément des catalogues qui sont faits. Je crois que ça s'appelle Juif Magazine, Juif Magazine PACA. Enfin, c'est des trucs qui sont faits pour montrer qu'on est puissant dans la communauté. Mais je donne cet exemple-là, mais il y a d'autres communautés. C'est vachement important de prendre ces communautés en compte quand on veut être maire et le rester, dont la franc-maçonnerie, quoi. Mais enfin, Gaudin, comme je le dis dans le livre, il est Opus Dei, qui est une autre communauté. Donc il n'est pas franc-maçon Opus Dei, ils ont plutôt tendance à se taper dessus. Et pour autant, Gaudin, il connaît les gens de la franc-maçonnerie et il n'y est pas, hein, il ne va pas être franc-mac. Hein. Mais les liens se font, quand c'est pour l'intérêt de tous et que chacun reste dans son coin, il va y avoir des liens, hein, c'est clair. Hein. C'est la force de Marseille. Ce qui est étonnant à Marseille, c'est que rien ne se fait dans la violence. L'inverse de ce que vous voyez à la télé nationale. C'est que rien ne se fait dans la violence. Tout se fait dans des arrangements incroyables, contre nature, et qui permettent que tout le monde tout le monde de réseau, il trouve son compte. Après, il y a tous les laissés pour compte. Laissés pour compte, ben, c'est tous ceux qui ne sont pas dans les réseaux clientélistes, c'est-à-dire la majorité des gens. Et ceux-là, ben, ils ne votent plus. C'est l'apathie qui les touche, je trouve. Ils ne votent plus, et quand on ne vote plus, on avantage le clientélisme parce que c'est sa mécanique des fluides. S'il y a moins de monde qui vote, eh ben, il y a besoin d'en acheter des moins, tu as besoin d'en avoir moins. Donc c'est vraiment un truc pernicieux, quoi. Idéalement, il faudrait aller voter massivement, mais la réponse qui suit, c'est pour qui? Et là, j'en sais rien. Une dernière question. Merci Philippe. Si.